Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Et on est toujours Fanny et Anna, et c'est la rentrée. Je sais pas s'il faut le dire avec un ton enjoué ou si on est déjà en mode déprime. Oui, j'allais dire, est-ce que wouh ah. En plus, il fait super mauvais là, il pleut, je sais pas chez toi, mais c'est l'angoisse. Là, comme je suis aussi en région parisienne, ah oui, c'est vrai. Extrêmement moche, mais apparemment à Metz, il fait très très beau. Ah bon, ben comme quoi, ça arrive. Donc c'est la rentrée, et pour l'occasion, on s'est dit qu'on allait un peu retomber en enfance et évoquer un auteur qu'on a tous les deux adoré lorsqu'on était enfants. C'est un de nos nombreux points communs. Et bien sûr, on va évoquer son rapport avec la comédie musicale. Dis-nous de qui il s'agit, Fanny. Il s'agit de Roald Dahl, un écrivain britannique né en 1916 et mort en 1990, qui est particulièrement connu pour ses ouvrages de littérature jeunesse, dont de nombreuses œuvres ont été adaptées en comédie musicale. Et c'est donc de ça dont on va vous parler aujourd'hui. J'en profite pour vous annoncer le All That Jazz Cinema Club de la rentrée pour inaugurer cette 4e saison du Cinéma Club. On a choisi justement de vous montrer Willy Wonka and the Chocolate Factory de Mel Stuart, donc un film de 1971 qui est en fait une des premières adaptations musicales d'une œuvre de Roald Dahl. Un film dont on va vous parler dans quelques instants. Cette projection aura lieu le dimanche 6 octobre, toujours à 17h et toujours au cinéma L'Archipel à Paris. Venez nombreux et nombreuses. On va donc à présent vous en dire un petit peu plus sur Roald Dahl, sur son œuvre et pour commencer, sur la façon dont il a marqué notre enfance à toutes les deux. Alors oui, moi, j'ai lu énormément de ses bouquins dans mon enfance, notamment Mathilda, Le Bon Gros Géant, Charlie la chocolaterie, bien sûr, Sacrée sorcière, et La potion magique de Georges Bouillon, qui est méconnu, mais que j'ai adoré aussi. Je les ai tous lus vraiment un certain nombre de fois, j'adorais cet univers, le côté très, très anglais, l'humour très singulier, mais aussi le côté assez noir et violent, on va en parler. Je trouve que c'était quelque chose d'assez fascinant. C'est vraiment des histoires qui donnent à voir la cruauté du monde, des adultes, mais aussi qui montrent qu'il y a toujours le moyen de s'en sortir quand on est un enfant, grâce à l'amitié, la créativité, etc. Et j'étais ultra attachée aux différents protagonistes de ces livres dont on va parler dans cet épisode. Et toi, Fanny, quel est ton rapport à Roald Dahl ? Eh bien moi aussi, ce sont des livres qui ont énormément marqué mon enfance. Je pense en particulier à Sacrée sorcière. Alors j'étais passionnée par les sorcières, donc évidemment c'était un livre qui était très important pour moi. Mais aussi Mathilda, Charlie et la chocolaterie et sa suite, Charlie et le grand ascenseur de verre. Alors je pense que c'est pareil pour tout le monde, pour tous les enfants. C'est sans doute d'ailleurs la clé d'un auteur à succès. Mais j'avais le sentiment que c'était des œuvres, des récits qui me touchaient vraiment intimement. Il y a un côté très fascinant, mais aussi inquiétant, comme tu le disais, qui stimule particulièrement l'imaginaire. Et j'ai aussi été très marquée par les illustrations, en fait, qui accompagnaient ces livres, les illustrations de Quentin Blake. Et en fait, j'ai adoré autant ses dessins que les textes. Et Quentin Blake a illustré près de 300 livres pour enfants, dont 18 de Roald Dahl. Donc c'est vrai qu'ils sont tous les deux très très associés. Ah oui, carrément. C'est même, je pense, pour beaucoup de gens, indissociable presque. C'est quoi Roald Dahl ? C'est des bouquins avec les dessins de Quentin Blake dedans. Oui, c'est vraiment ces dessins-là, quoi. Ça va totalement ensemble. Nous, j'imagine que toi aussi, tu as lu les éditions Folio des livres, et voilà, et les dessins étaient très bien intégrés dans le texte, donc ça va totalement avec. Les personnages, je les imagine comme la tête qu'ils ont dans les dessins de Quentin Blake. Et je sais plus si dans le cadre de la prépa ou en tout cas à l'âge adulte, j'ai eu l'occasion de lire Kiss Kiss et Bizarre Bizarre. C'est des recueils en fait de nouvelles fantastiques de Roald Dahl, mais donc plutôt orientés pour les adultes. Mais on retrouve vraiment son univers hyper inquiétant. Enfin, je pense à une en particulier avec une histoire de deuil et de cerveau. Enfin bref. Je conseille si vous connaissez pas, et ça me donne envie de lire d'autres de livres pour adultes parce qu'il en a écrit aussi pas mal en fait, même s'il est plus connu pour ses ouvrages jeunesse. Moi aussi, j'en ai lu plusieurs de ces nouvelles à l'adolescence, après avoir fait le tour, ou presque, de ces livres pour enfants, et c'était effectivement très bien. Et je conseille aussi pour les puristes de lire ces 2 livres autobiographiques, un qui est sur sa jeunesse, qui s'appelle Moi Boy, et un, Escadrille 80, je crois en français, qui se concentre sur son expérience au sein de l'armée britannique, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il y a beaucoup de lectures, effectivement. Il a fait énormément de choses en dehors des œuvres les plus connues, qui sont celles qu'on va évidemment évoquer dans cet épisode. Alors là, sur notre document, nous avons noté un point cancellation, parce que juste avant d'enregistrer l'épisode, on s'est dit qu'on n'avait pas noté, enfin,
On l'avait noté par-ci par-là, mais on n'avait pas clairement indiqué à un moment de notre conducteur qu'on allait dire la vérité absolue, qui est que Roald Dahl est un auteur à succès, quelqu'un qui a commis des œuvres que nous avons beaucoup aimées, mais qui est aussi, par ailleurs, un antisémite notoire, un antisémite peut-être même revendiqué, qui a même été reconnu par le musée qui lui est consacré, donc c'est pas du tout quelque chose de secret. Ça se perçoit, on va dire, à certains moments de ses œuvres. Il y a évidemment des petites choses, la reconduction de certains stéréotypes qui en sont témoins. On a notamment parlé du stéréotype associé aux sorcières, aux droits crochus, voilà, qui œuvraient dans l'ombre. Et par ailleurs, son œuvre est aussi, mais ça on y reviendra, émaillée de propos grossophobes, un peu racistes aussi, misogynes, Oui, enfin, oui. voilà. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ses œuvres, mais on l'a dit à propos d'autres auteurs, ça ne nous empêche pas d'en parler et d'aimer ces œuvres-là. Parce que ce qui va nous intéresser, et c'est pas une façon de détourner, mais c'est pour bien aussi pointer l'objet de ce qu'on va raconter, c'est le rapport de Roald Dahl à la comédie musicale. Oui, parce que on a constaté, en fait, l'épisode évidemment vient de ça, c'est que il y a énormément d'adaptations des œuvres de Roald Dahl en comédie musicale, et on s'est demandé un peu pourquoi, on voulait en faire la liste, mais aussi un peu problématiser ça et se dire pourquoi l'univers de Roald Dahl se prête aussi bien à la comédie musicale. Oui, moi je me suis dit que c'était sans doute déjà parce qu'on est dans le registre du conte et qu'il y a cette suspension d'incrédulité nécessaire pour la comédie musicale qui se marie bien avec le côté fantastique des histoires. Et aussi, il y a tellement cette dimension délirante et graphique dans ce qui est raconté par Roald Dahl que ça se prête presque naturellement au spectaculaire. Et je pense que c'est pour ça que les deux genres, finalement, Roald Dahl et la comédie musicale, fonctionnent très bien ensemble. Ouais, et on va revenir évidemment sur tous ces aspects-là dans nos analyses des différentes œuvres. Je voulais juste noter qu'il y a aussi un lien assez direct entre Roald Dahl et la comédie musicale, c'est qu'il a coécrit en 1964 le scénario du film musical Chitty Chitty Bang Bang, qui est un film musical plutôt adressé aux enfants, avec notamment Dick Van Dyke, que j'ai jamais vu mais dont j'entends assez souvent parler, Ouais, moi donc, non plus, ouais. donc je le verrai bien un de ces jours. On va donc passer en revue les différentes adaptations de ces livres, à commencer par Charlie et la chocolaterie, donc Charlie and the Chocolate Factory en anglais, un livre publié en 1964 dont on va vous dire quelques mots pour celles et ceux qui auraient la chance de ne pas encore l'avoir lu. Donc Charlie Bucket est un garçon qui vit dans une famille très pauvre, dans une toute petite maison avec ses parents et ses 4 grands-parents. Alors c'est vrai que j'avais cette image à partir de la comédie musicale, mais je me suis rendu compte que c'était dans les différentes adaptations et donc sans doute d'ailleurs dans l'illustration de Quentin Blake. Mais il y a cette image très marquante où on a les 4 grands-parents dans le même lit. Ouais, qui complètement. cohabitent. Ouais. Et donc Charlie vit avec sa famille à proximité de la chocolaterie de Willy Wonka, qui est une chocolaterie de renommée internationale, et un jour, Willy Wonka, qui est un personnage à la fois mystérieux et extravagant, organise un grand concours. Les 5 enfants qui trouveront des tickets d'or dans leur chocolat auront le droit à une visite de son usine. Et alors qu'il a très peu d'argent pour acheter du chocolat, Charlie va avoir la chance de gagner un ticket. Moment absolument incroyable. Oui, c'est trop bien. Et donc Charlie va donc visiter la chocolaterie accompagné de son grand-père Joe, et donc il y a 4 autres enfants qui ont eux aussi eu leur ticket d'or qui sont avec lui. On a Augustus Gloop, un garçon dont les caractéristiques principales sont qu'il est allemand et qu'il est gros. Veruca Salt, une enfant gâtée assez insupportable. Violette Beauregard, une fille qui ne fait que mâcher du chewing-gum. Et enfin Mike TV, un garçon passionné de télévision comme son nom l'indique. Et donc Willy Wonka révèle à leur arrivée que suite à la visite de l'usine, un des enfants sera choisi pour être son héritier. On ne dit pas la suite, mais tout ne se passe pas très bien pour tous les enfants. À propos de Mike TV, on retrouve cette dénonciation finalement du côté abrutissant de la télévision qu'on a aussi dans Mathilda. Alors je m'en souvenais d'abord dans la comédie musicale avec la chanson du père, All I Know I Learned from TV, mais apparemment qu'on avait déjà dans le livre Mathilda. Oui, dans mon souvenir, la mère insupportable de Mathilda, là, elle regarde la télé toute la journée. Ouais. Et en fait, personnellement, je trouvais ça étonnant, en fait, ce combat de Roald Dahl contre la télévision en 1964. Parce que pour moi, c'est plutôt un discours des années 80, notamment avec, voilà, les programmes à destination de la jeunesse qui se multiplient, la dénonciation du côté violent des animés japonais, enfin, tout ce qu'on connaît. Mais en 64, je savais pas qu'il y avait déjà cette idée que la télé rendait stupide. Peut-être c'était déjà une piste du côté réactionnaire de notre cher Roald Dahl.
Oui, alors en faisant des recherches sur ça, j'ai trouvé en ligne le texte d'un poème que Roald Dahl aurait écrit qui dit la pire chose qu'on peut faire à un enfant, c'est de le faire regarder la télé. Les enfants, il faut le faire lire. Alors j'ai pas trouvé la source exactement, donc j'essaierai de la trouver pour le mettre sur notre site dans l'article Ah, sur super l'épisode. intéressant. Mais bon, ça semblait pas mal collé avec ce que tu dis là, et effectivement qui semble avoir poursuivi toute sa vie, hein, puisque Charlie et la chocolaterie c'est 64, Mathilda c'est 88. Et Ouais. voilà, il a pas bougé d'avis sur la question de la télévision et sur la question c'est mieux les livres que la télévision. Oui. Mathilda, évidemment, elle lit, enfin voilà. Il y a un côté, il défend aussi son statut d'auteur jeunesse, quoi. Évidemment, évidemment. Il prêche pour sa paroisse. Mentionnant l'existence d'une suite, Charlie et le grand ascenseur de verre en 72, dans lequel Charlie monte donc cette machine étrange, hein, l'ascenseur de verre, qu'on voit à la fin de Charlie et la chocolaterie, avec Wonka et avec sa famille, et où il rencontre des extraterrestres. J'avoue que quand j'étais petite, j'étais pas très fan, je trouvais ça un peu chelou, je pense que je l'ai lu une fois, puis après je l'ai pas relu. Ouais, moi je le considérais vraiment comme faisant partie du canon, même si c'était moins bien. Mais ça me semblait normal que ce soit moins bien parce que c'était la suite, tu vois. Je pense que c'est le modèle Disney des années 90 qui est passé par là. Genre c'est naze, mais c'est normal, c'est le 2, quoi. Ouais, et en plus celui-là pour le coup, il a jamais été adapté, mais ni en comédie musicale ni en rien. J'ai l'impression qu'il est un petit peu oublié. Mm. Alors, ce qui explique peut-être en partie que Charlie et la chocolaterie soit l'œuvre de Roald Dahl la plus adaptée en comédie musicale, c'est qu'il y a déjà des chansons en fait. Puisque les Oompa Loompas, donc on va en reparler un peu plus tard, mais ce sont des petits personnages qui sont les ouvriers de l'usine de Wonka. En fait, ils chantent une chanson moralisatrice pour chaque enfant, parce que on l'a pas trop dit, mais en fait, chaque enfant qui va visiter l'usine est progressivement éliminé, on sait pas trop s'ils sont tués ou pas, c'est pas très clair, c'est quand même d'une violence. Parce qu'ils écoutent pas les consignes, et donc les Oompa Loompas font des petites chansons pour expliquer pourquoi ils étaient pas gentils, en gros. Et oui, dans certaines des versions, il me semble que ce sont même les seuls numéros musicaux. Dans la version de Burton, où il y a une autre. Oui, il y a juste une toute petite chanson en plus, mais sinon, ouais, c'est le prétexte des chansons des Oompa Loompas, c'est ça qui fait qu'il y a des numéros musicaux, Il y quoi. avait aussi des chansons dans les livres, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, vraiment, c'est comme des petits poèmes assez longs Ouais. d'ailleurs, où les Oompa Loompas tirent une morale de chaque élimination d'enfants. Alors, on va vous dire quelques mots de la première des adaptations de Charlie et la chocolaterie, à savoir le film de 1971. Oui, dont le titre original est Willy Wonka and the Chocolate Factory. Donc là, on voit qu'il y a un focus qui est mis sur le personnage de Willy Wonka pour son côté très étrange, très marquant, et donc un peu effacement du nom de Charlie. Ce qui n'est pas le cas hein, dans le titre français, je crois qu'il s'appelle Charlie et la chocolaterie comme le livre. Le film est réalisé par Mel Stuart, qui est un réalisateur qui n'a fait pas grand-chose d'autre en termes de cinéma, qui a beaucoup travaillé pour la télévision. Et l'idée d'adapter le livre au cinéma est venue de sa fille, qui était une actrice de Roald Dahl. Roald Dahl lui-même a été embauché au départ pour écrire le scénario et il est crédité officiellement au générique comme scénariste, mais apparemment il n'est pas resté jusqu'au bout du processus. Il a pas trop aimé la direction prise par le film, notamment à cause de la trop grande mise en avant, selon lui, du personnage de Wonka par rapport à celui de Charlie. Dans le rôle de Wonka, on trouve Gene Wilder, acteur dont on a déjà parlé dans All That Jazz, puisqu'il est dans Les Producteurs, le film de Mel Brooks, où il a créé le rôle de Léo Bloom. Petite anecdote marrante, le Willy Wonka de Gene Wilder est devenu un mème sur internet. Je pense que vous voyez, c'est Willy Wonka, la tête sur la main, et il y a écrit en dessous genre Tell Me More ou quelque chose comme ça. Donc c'est devenu connu sous le nom de Condescending Wonka, donc le Wonka un peu condescendant qui s'en balance complètement de ce que tu lui racontes, quoi. Oui, j'ai re-regardé en direct le même parce que je voyais pas tout à fait. Effectivement, je vois. Et c'est vrai qu'il est assez iconique hein, dans ce rôle très marquant, à la fois par le costume, mais aussi par l'interprétation. Hein, ce personnage aussi très ambivalent, dont on ne sait pas vraiment quoi il pense. Et j'ai vu passer sur Internet une interview dans laquelle il disait qu'il avait insisté pour faire le célèbre Cripple Walk de son arrivée, en fait. Enfin, c'est lui qui appelle ça comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'il vient chercher les enfants qui attendent devant la chocolaterie, il fait mine de boiter et ensuite il finit par une roulade. Et pour lui, ce moment-là, qui apparemment est à son initiative, hein, parce qu'il voulait vraiment faire ça, et il a dit je fais pas le film si je fais pas ça. Enfin, Ah ouais. après, c'est ce qu'il raconte hein, en tant qu'acteur qui se met en scène, mais voilà. Mais pour lui, c'était vraiment le moment qui d'emblée annonçait l'ambivalence du personnage. L'idée qu'on ne savait pas sur quel pied danser avec lui, à quel moment il disait la vérité, à quel moment il jouait la comédie. Donc voilà, pour lui, c'était essentiel de commencer en posant d'emblée ça du personnage. En ce qui concerne la musique et les paroles, elles ont été écrites par Leslie Bricusse et Anthony Newley, qui est un duo qui a écrit plusieurs chansons très connues comme Goldfinger, la chanson célèbre de James Bond, ou encore Feeling Good de Nina Simone.
Richard Rodgers ou encore Henry Mancini avaient été contactés pour faire la musique de ce film, mais ont refusé. Il y a quelques chansons quand même assez marquantes, des mélodies qui restent en tête dans ce film, notamment la chanson Pure Imagination, qui est la chanson de Wonka lors de l'arrivée dans la première salle de son usine. C'est vraiment la chanson la plus célèbre du film, qui a été reprise plusieurs fois. On l'entend par exemple dans Glee. Oui, j'avoue que je savais pas du tout que cette chanson venait de ce film. On l'entend d'ailleurs ensuite reprise d'une façon ou une autre dans de très nombreuses adaptations ultérieures de Charlie et la chocolaterie, et notamment la comédie musicale scénique dont on va parler tout à l'heure, et Wonka avec Timothée Chalamet. Une des chansons que je connaissais malgré tout de ce film, c'était The Candyman, mais je crois que je la connaissais parce qu'elle est parodiée dans Les Simpsons sous la forme de The Garbage Man Can. Bref, on vous mettra le lien si vous voulez regarder. Je sais pas si on l'avait mentionné. Mais je crois pas. Dans ma grande liste des reprises simpsoniennes de comédie musicale. Je sais pas, mais en fait, pour toute chanson de comédie musicale, il y a une parodie des Simpsons, j'ai l'impression. Oui, donc cette chanson, The Candyman, elle est chantée au tout début du film par Bill, qui est le vendeur de bonbons, qui est joué par Aubrey Woods. Et donc, en gros, il vante les mérites du génie Willy Wonka. Et apparemment, Anthony Newley, donc le compositeur, détestait l'interprétation d'Aubrey Woods. Il trouvait que c'était plat et pas assez vendeur, et il a tout essayé pour pouvoir réenregistrer la chanson, mais finalement n'a pas pu pour des raisons de contrat. Il pensait que ça ferait pas un tube, en gros. Mais finalement, la chanson, elle est vraiment devenue un tube en 72, chantée par Sammy Davis Jr. Les chansons des Oompa Loompa, donc les fameux ouvriers, après chaque petite séquence de chaque enfant qui fait une connerie et qui est éliminé là, sont toutes sur le même modèle avec la mélodie assez connue Oompa Loompa Doompa Doo. Na 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 for you, je sais pas. C'est légèrement agaçant, tout en étant quand même, faut le reconnaître, ça reste en tête. Oui, pour ne pas dire être un virus musical. Bon, j'avoue que le côté moralisateur, voilà, je suis pas très fan. Mais j'ai surtout été surprise dans ce film par le look des Oompa Loompa. En fait, donc il faut savoir, si vous n'avez pas vu le film, qu'ils sont oranges avec des cheveux verts et même une drôle de coupe de cheveux un peu grotesque, là, en forme de lutte, là, je sais pas comment expliquer, car une espèce de brushing. Et bah, c'était pas du tout comme ça que je les imaginais, en fait. Il me semble que cette apparence très particulière, malgré tout, n'est spécifiée à aucun moment dans le livre. Et j'avoue qu'en fait, pour ma part, je les ai toujours imaginés comme un peu comme des pygmées. Donc en fait, en étant des personnages noirs. Oui, alors oui, carrément. Parce qu'en fait, dans la première édition du livre, les Oompa Loompas étaient effectivement décrits comme des pygmées africains et étaient dessinés de cette manière aussi. C'était avant Quentin Blake, c'était un autre illustrateur, j'ai regardé à quoi ça ressemblait. Et après l'annonce de l'adaptation cinématographique, justement, la NAACP, qui est la National Association for the Advancement of Colored People, a exprimé des préoccupations concernant les comparaisons qu'on pouvait faire entre justement cette origine africaine des Oompa Loompas et la traite négrière ou l'esclavage. Et donc, ça paraît évident que c'est un peu problématique. Roald Dahl a fini par admettre qu'il y avait quand même un souci, et donc ça a été modifié pour le film, où ils sont pas du tout de l'apparence d'être d'origine africaine, et ça a été aussi modifié dans le livre, en fait, par la suite, et notamment en 73, quand est sorti justement, ou 72, enfin quand il y a eu la sortie de Charlie et le grand ascenseur de verre, ils ont réédité Charlie et la chocolaterie, et il y a eu des modifications, et les Oompa Loompas sont devenus blancs, enfin avec une peau un peu rosée, et avec un look un peu hippie. Et toute référence à l'Afrique a été supprimée, et ont été remplacée par le fait qu'ils viennent d'un pays qui n'existe pas, qui s'appelle le Loompa Land. Donc il y a eu cette modification, mais clairement, comme toi, moi j'ai l'impression qu'ils étaient noirs dans la version que j'ai lue. Et alors, j'ai cherché chez moi cet été, j'ai retrouvé plein de mes anciens bouquins de Roald Dahl, mais j'ai pas retrouvé Charlie et la chocolaterie, je ne sais pas pourquoi. Ça se trouve, je l'ai prêté à quelqu'un qui ne m'a jamais rendu. Mais du coup, j'ai pas pu vérifier, mais si ça se trouve, dans les éditions Folio qu'on a lues, nous, ils étaient pas à la page, ils s'en foutaient de ces questions-là, ils éditaient le texte de 64 et pas le texte des années 70, parce que comme toi, j'avais en tête des personnages noirs. Mais ça veut dire que Quentin Blake, il aurait fait 2 illustrations? Ben c'est bizarre parce que moi quand j'ai tapé Oompa Loompas Quentin Blake dans Google Images et que j'ai fait des recherches et tout ça, je ne vois que les images où ils sont blancs, où ils ont des looks avec les cheveux longs. Ouais, c'est ça, moi aussi je suis tombée sur ces versions-là, mais donc, c'est pas mystérieux. De version noire de Quentin Blake. Voilà, ça j'en ai pas trouvé. Alors si ça se trouve,
dans le texte, ils restaient noirs et dans les illustrations, ils étaient pas noirs. Enfin, j'en sais Oui, rien, peut-être, mais en tous les coups, c'est probable, en fait. Je pense que c'est sans doute le scénario le plus probable. si quelqu'un d'entre Je sais pas. vous qui nous écoute a chez lui cette édition folio de Charlie et la chocolaterie, j'imagine qu'il y a quand même un auditeur ou une auditrice qui doit l'avoir quelque part. Vérifiez si c'est une ancienne, pas une Vous nouvelle. n'avez pas tous des parents qui, visiblement, ont bazardé tous nos bouquins d'enfance. Parce que moi aussi, j'ai passé une demi-heure ce matin à essayer de retrouver Charlie et la chocolaterie. Si vous l'avez encore chez vous et que c'est une édition, celle qu'on lisait dans les années 90, dites-nous parce que on est très curieuse. J'ai déjà des idées d'auditeurs et d'auditrices qui vont se lancer sur cette piste. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai des personnes en tête. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux de All That Jazz. Dans tous les cas, ce qu'on peut quand même dire, c'est que dans les différentes versions, y compris cinématographiques, on a quand même une justification très problématique de cette question de la traite d'êtres humains. Ouais. Il y a cette idée qu'il emporte les Oompa-Loompas loin de chez eux de manière organisée pour travailler pour lui, mais c'est pour leur bien. Ils sont très contents. Voilà, ils sont très contents. Donc Wonka, il justifie l'esclavage de façon tout à fait cool, hein. Mais bon, comme on le disait, ça renvoie à d'autres aspects très problématiques de l'idéologie de Roald Dahl. Donc, notre avis sur ce film de 1971, dont on a déjà pas mal parlé, finalement. Moi, j'avoue que j'ai été très agréablement surprise par le film, parce qu'en fait, je l'avais jamais vu. Je m'attendais à quelque chose de très kitsch, limite irregardable, combien ça aurait vieilli. Mais franchement, ça va tout à fait. J'ai particulièrement beaucoup aimé le début, en fait. L'attente du ticket d'or, voilà, la recherche des différents gagnants, Charlie qui perd, qui repère, et puis qui a finalement son ticket. J'avoue que j'étais devant mon ordinateur et j'ai fait quand il a eu le ticket, alors que bon, je savais qu'il allait avoir le ticket, hein, mais ça m'a tellement emporté. Mais oui, pareil pour moi. Alors moi aussi, c'est effectivement, je l'avais jamais vu avant, donc une assez belle découverte. Je suis contente de l'avoir vu. Et je suis d'accord avec toi que la première partie, on va dire le premier tiers est le meilleur. Mais en fait, même dans le livre, c'était déjà le cas pour moi. Ce que je préférais, c'était vraiment tout le début, jusqu'à ce que Charlie trouve son ticket. Oui, moi aussi, hein, c'est l'attente de, déjà ce qu'il s'imagine de cette chocolaterie, et puis cet espoir sur un million de sortir, voilà, aussi de sa condition et d'accéder à un peu de rêve. C'est la meilleure partie, c'est le thrill du win potentiel. Ouais, complètement, ouais. Et ouais, toute cette première partie dans le film, elle est chouette, hein. Il y a la présentation des différents enfants qui trouvent les tickets. Je la trouve vraiment drôle. Les jeunes comédiens sont excellents. Ils en font des tonnes. Celle qui fait Veruca Salt. Enfin, tous, en fait. Ouais, très bien, Ils sont extrêmement marrants, hein. Ça rend cette partie vraiment chouette. Et donc, ça alterne entre ça et puis les scènes de la vie quotidienne de Charlie. Où j'ai trouvé assez marrant aussi les scènes avec le prof de maths, parce que le prof de maths, il est aussi complètement surexcité par la quête du ticket d'or. Donc il dit le cours est annulé, vous pouvez partir acheter des chocolats. Enfin, voilà, il y a des séquences vraiment très marrantes. Et il enseigne des pourcentages à partir de combien de barres on a acheté. Ah oui, et il reproche parce que Charlie lui dit non mais j'en ai acheté 2. Il dit quoi, 2? Vous devriez en avoir acheté 200. Et puis après il dit mais si vous dites 2, c'est trop compliqué pour moi. Ce qu'il voulait dire, ça ferait 2%. Et là, c'est comme ça, c'est 0, il n'arrivait pas, je crois. Et du coup, il dit non, bon, on va dire 200. Oui, il n'arrive pas à calculer. C'est quand même assez drôle, oui. Moi, j'ai trouvé que l'entrée dans la chocolaterie, c'était un petit peu décevant, mais je trouve que c'est souvent le cas. Et je pense que ça renvoie à ce qu'on disait, hein, le côté de l'attente du merveilleux, et puis bon, in fine, bon. Bon, il y a quand même la première salle. Il me semble que dans le livre aussi, hein, c'est celle qui apparaît la plus incroyable, avec ces histoires de rivières de chocolat, de plantes qui se mangent. Et en fait, j'ai noté ça du film de 71, mais je trouve que dans les différentes adaptations, et sans doute aussi dans le livre, c'est vraiment ce moment-là qui est le plus waouh, enfin le plus époustouflant. Et ça correspond assez bien d'ailleurs, cette première salle, à ce que j'avais imaginé en lisant le livre. Et après, je trouve que le film traîne un petit peu en longueur, que Wonka à force devient vraiment antipathique, mais bon, là encore, c'est le cas dans les différentes adaptations, et j'en dis pas trop pour le moment. C'est un peu drôle quand même quand il en a strictement rien à foutre de ce qui arrive aux enfants qui le regardent avec un air blasé. Mais bon, c'est vrai que comme il y en a 4, à la suite, ça devient un petit peu répétitif. Mais une belle découverte pour nous deux, j'ai l'impression, donc on vous invite à voir ce film. À noter qu'il a été adapté en comédie musicale sur scène sous le titre Willy Wonka, qui a ouvert au Kennedy Center en 2004. Donc c'était toujours la même musique, mais avec ajout de plusieurs numéros, notamment des morceaux que Brickus et Newley avaient créés pour le film de 71, mais n'avaient finalement pas mis dans le film. Et aussi Brickus a écrit de nouvelles chansons dans le même style, sachant que Newley était décédé en 1999. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose sur Internet sur cette adaptation, mais elle est apparemment beaucoup jouée en version junior dans les collèges et les lycées américains.
À noter également, chose très improbable, Tom and Jerry, Willy Wonka and the Chocolate Factory de 2017, c'est un film direct to vidéo, hein, c'est pas sorti au cinéma. Donc c'est une adaptation animée du film de 71 avec l'ajout de Tom et Jerry en tant que personnages et raconté de leur point de vue. Oui, c'est complètement idiot, mais mais il y a plein de films sur ce concept avec Tom et Jerry qui s'incrustent dans des histoires, c'est absurde. Et il y a notamment, je crois que Fanny, tu l'as vu, Tom et Jerry et le magicien d'Oz. Oui, d'ailleurs, je nous avais pris en photo avec Léon en train de le regarder, je voulais te l'envoyer, j'ai complètement oublié. J'ai vu ça donc avec mon fils de 4 ans il y a quelques mois. C'est très bizarre parce que donc dans le cas du magicien d'Oz, on a quasiment les mêmes dialogues du film quand on remonte les scènes du film, mais avec Tom et Jerry en plus et du coup réinterprétés par des doubleurs, mais qui d'ailleurs font un peu les voix de Judy Garland, Ray Walker. C'est trop chelou. Ça c'est vraiment sur la partie au début, au Kansas, et puis après Tom et Jerry ils vont vivre leur vie. Bon, en vrai, c'est rigolo, hein, c'est pas désagréable quand on est fan du film, mais la seule vraie question, c'est pourquoi faire ça? C'est hyper bizarre, qui a eu cette idée? Alors, autre adaptation de Charlie et la chocolaterie dont voulez-vous parler, eh bien, c'est le film de Tim Burton, un film sorti en 2005. Avec donc Johnny Depp, son acteur fétiche, et un autre acteur cancelled, dans le rôle de Willy Wonka. Dans le rôle de Charlie, on a Freddie Highmore, qui avait été révélé l'année précédente dans le film Neverland, qui était aussi avec Johnny Depp, et en fait c'est Johnny Depp qui recommande Freddie Highmore à Tim Burton. Freddie Highmore, vous connaissez aussi sans doute parce qu'il a fait par exemple la saga de Luc Besson, autre personnalité cancel, Arthur et les Minimoys. Puis il a joué le rôle principal de la série Good Doctor, qui est assez connue, je pense elle est passée assez longtemps sur TF1, qui vient juste de se terminer, en fait une série qui a duré de 2017 à 2024. Helena Bonham Carter joue la mère de Charlie et les Oompa Loompa sont tous joués par Deep Roy, un acteur de petite taille kenyan-britannique d'origine indienne, qui est donc dupliqué numériquement en grande quantité pour faire tous les Oompa Loompa. Alors, le film a une tonalité assez différente du film de 71. Tout est plus décalé, plus délirant, mais aussi plus effrayant. Et ce, dès le début. Par exemple, la maison de Charlie, elle est toute tordue. La ville est recouverte de neige. Wonka est encore plus excentrique qu'en 71. Oui, c'est vraiment flagrant quand on regarde les deux à la suite finalement, parce qu'alors qu'on était dans un univers très coloré dans le premier film, la colorimétrie est ici extrêmement, voire absurdement froide. On a Johnny Depp qui a un teint vraiment cadavérique, tout qui est un petit peu dans les blancs, dans les bleus, c'est très étonnant en fait. Bref, en fait, ce qui se passe, c'est que Tim Burton met sa patte sur l'univers du livre. Ce qui fonctionne plus ou moins, je trouve que visuellement, les effets numériques ont pas mal vieilli. Finalement, le film de 2005 a presque plus vieilli que celui de 71. Alors moi c'est marrant quand je l'ai revu là je l'avais vu en salle à l'époque en 2005 et il me semblait que j'avais plutôt aimé. Mais là franchement je sais pas comment dire, ça m'a semblé tellement burtonien que ça m'a agacé. En fait, il me semblait que Tim Burton voulait vraiment plaquer son univers sur une œuvre préexistante qui avait déjà une identité très forte et que du coup personne ne s'y retrouvait. Un petit peu de la même façon que ce qu'il a fait pour Alice au Pays des Merveilles. Donc j'ai pas été très emballée. Oui, un petit peu comme toi, je sais que j'avais vraiment bien aimé à la sortie, en 2004, donc j'avais 16 ans. Et que là, à la revoyure, je suis un peu d'accord que c'est décevant. Peut-être qu'on a aussi, comme on a vu le film de 71, toi comme moi, on l'a vu juste avant, peut-être que la comparaison était trop, on avait trop encore dans la tête, je sais pas. Mais il y a des choses qui paraissent pas forcément utiles. Par exemple, il y a l'ajout d'une backstory au personnage de Willy Wonka, puisqu'on voit au fil de plusieurs flashbacks un peu longués, son père, qui était un dentiste peu sympathique, joué par Christopher Lee quand même, qui lui interdisait de manger des bonbons et du chocolat. Moi, j'avoue que personnellement, ça m'agace. Ce motif de il est imbitable, mais c'est parce qu'il a des daddy issues. Oui, je suis un peu d'accord. Mais ça dure assez longtemps cette histoire de son père. Hein. Ouais. On voit vraiment toute la backstory autour de ça. Après avoir goûté un bonbon en cachette, en fait, Willy devient absolument fan de friandises et du coup, il s'enfuit de chez son père pour suivre ses rêves. Alors, en revanche, j'avoue que j'ai beaucoup ri à une blague très bête.
Il y a un moment, il se dispute avec son père, puis on le voit marcher en passant devant plein de drapeaux. Donc on pense que c'est la représentation elliptique d'un tour du monde, voilà, il va voir le monde. Ben non, il est juste au musée des drapeaux. Et j'étais donc avec Léon quand j'ai vu cette séquence, il a fallu que je lui explique la blague, mais moi ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, c'est pas mal, c'est bien trouvé. En tout cas, ce qu'on voit encore une fois, c'est qu'il y a volonté vraiment de mettre l'accent sur le personnage de Wonka, mais encore plus que dans le film de 71. Ici, en le renforçant, en travaillant sur sa personnalité, avec cette envie d'explorer sa jeunesse, qui annonce aussi en quelque sorte le film Wonka de 2023. Même si dans Wonka, la backstory est complètement différente, en fait, ils sont allés dans une direction presque opposée, puisque dans Wonka, si je me souviens bien, c'est un truc autour de sa mère et la mère de Willy, et adorer les chocolats, etc. On a aussi l'ajout de l'idée que grand-père Joe est un ancien employé de Wonka. On a une intrigue secondaire autour du père de Charlie qui perd son emploi à l'usine. Tout n'est pas super utile. Et dans le genre autre modification ou modernisation, on a donc le fameux personnage de Mike TV qui là, au lieu d'être fan de télévision, et notamment de feuilletons western, comme dans l'original, ici il joue aux jeux vidéo, évidemment. On a un petit peu modernisé les questionnements que peuvent poser les nouvelles technologies au fil des générations, quoi. Et bizarrement, alors qu'il était présenté comme un abruti dans les autres versions, ici il me semble qu'il est plutôt dépeint comme une sorte de nerd arrogant, mais très féru de sciences et de mathématiques, parce qu'il aurait même calculé la proba pour trouver le ticket d'or en achetant telle ou telle barre. Apparemment, il aurait acheté une barre précise pour gagner. Enfin, j'ai pas bien compris ce point-là. Mais il n'est pas présenté comme un abruti, désagréable, mais pas stupide, quoi. Oui, il est plus présenté comme un geek, et ce qui fait que du coup, en regardant le film, je trouvais qu'il était pas si antipathique que ça, et que même il critique un peu, il dit en gros à Wonka, c'est impossible ce que tu me racontes, il est un peu la voix de la rationalité, mais qui se fait complètement shut down par Wonka. Wonka arrête pas de lui dire, il est super méchant, il arrête pas de lui dire quand tu parles, je comprends rien à ce que tu dis, c'est comme des marmonnements ou je sais pas quoi. Il est horrible avec Mike TV. En fait, du coup, il y a eu un effet contradictoire parce que je me suis mis à bien aimer Mike TV, donc alors qu'on est censé détester tous les enfants, bien évidemment. Et donc ouais, encore une fois, le film tire un petit peu en longueur, et la fin notamment est un peu interminable après la fin de la visite de la chocolaterie. Contrairement au film de 71 où ça m'a même étonné à quel point ça va vite à la fin une fois qu'ils sortent de l'usine, quoi. Oui, bah c'est notamment étiré parce qu'il y a toute cette histoire de réconciliation avec le père. Donc maintenant, évidemment, parlons des chansons qui sont évidemment composées par le fidèle collaborateur de Tim Burton, Danny Elfman, qui a composé la musique de quasiment tous ses films, et qui chante aussi, si j'ai bien compris, toutes les voix des Oompa Loompas dans le film. J'avoue que j'étais assez surprise de lire au générique que la musique était de Danny Elfman parce que je trouve qu'on reconnaît pas vraiment son style. Mais bon, j'avoue que je suis pas une exégète de Danny Elfman, donc... C'est peut-être parce qu'il y a un côté exercice de style dans les musiques. Ouais, oui. On va y revenir. Il n'y a pas beaucoup de chansons au final. Il y a d'abord donc Wonka's Welcome Song, qui est la chanson d'accueil à l'usine. En fait, ils arrivent devant l'usine, et avant que Wonka arrive, il y a des poupées marionnettes qui bougent là et qui chantent la chanson. Des audio animatronics, s'il te plaît. Pardon, je suis pas spécialiste. C'est encore un truc de spécialiste de parc d'attractions, ça. Donc bref, et c'est clairement une parodie de It's a Small World, la célèbre chanson des parcs Disney, avec à la fin, dans Charlie et la chocolaterie, les poupées qui prennent feu, donc j'imagine que là il y a un petit truc... Et qui fondent. Oui, c'est ça, qui se mettent à fondre. Il y a un petit peu, comme ça arrive parfois chez Tim Burton, une petite attaque gentillette, hein, mais contre Disney. Et ça fait aussi penser dans le genre parodie de Disney à la chanson Welcome to Duloc dans Shrek, là, quand il arrive à Duloc, justement, et qu'il y a les petites poupées qui chantent la chanson. Bref. C'est marrant aussi parce qu'un petit peu plus tard, lorsqu'ils sont dans la chocolaterie, ils passent par le Puppet Hospital and Burn Center, qui est tout nouveau. Selon Wonka, il y a cette idée que magiquement, il a créé un hôpital pour réparer les poupées qui se sont cassées il y a 10 minutes, quoi. Pour continuer dans les chansons, comme dans le livre, en fait, on va avoir, comme on disait tout à l'heure, une chanson par enfant, chantée par les Oompa Loompas. Et là, pour le coup, à la différence du film de 71, les paroles des chansons vont être reprises du texte de Roald Dahl, mais raccourcies parce que, comme je disais tout à l'heure, elles sont assez longues dans le livre. J'ai là encore trouvé ça assez lassant, même s'il y a plus de variété en termes de styles musicaux et visuels pour chaque numéro, on va y revenir. Mais en tout cas, un truc qui reste marrant, c'est de voir Wonka être le seul à s'ambiancer. Oui. À chaque chanson des Oompa Loompa, il danse un petit peu sur place comme ça, alors que les autres sont juste terrifiés et médusés par ce qui arrive aux enfants. Les chansons des Oompa Loompas, donc comme tu l'as dit, elles sont chacun dans un style de musique différent, ce qui est complètement l'inverse de ce qui avait été fait dans le film de 71 où il y avait la mélodie Oompa Loompa, etc. qui revenait à chaque chanson. Là, c'est pour nous la remettre dans la tête, au cas où vous l'avez oublié, vous la remet un petit coup. Je vais même, je pense, intégrer un petit bout de la chanson dans l'épisode. À plusieurs, peut-être pour faire des virgules musicales, je vais toujours mettre ça. Ah ouais.
whistle for you. Oompa, loompa, doopa-dee-dee. If you are wise, you'll listen to me. Toutes les chansons en fait ont pour nom le nom de l'enfant qui vient d'être puni. Donc la chanson Augustus Gloop va être un grand numéro musical avec des références visuelles notamment au film de Busby Berkeley. Oui, c'est un numéro, un petit ballet aquatique où on a des travelling qui accompagnent les Oompa Loompa qui plongent l'un après l'autre dans une mer de chocolat. Puis ensuite des plans zénithaux sur les rosards qui forment en nageant dans le chocolat. Voilà, c'est une référence vraiment évidente à tout cet univers-là. Alors, style assez différent pour la chanson Violet Beauregarde, qui va être dans un univers funk disco. Ouais, dans un décor très industriel, même pseudo-futuriste, avec des costumes métallisés, des grosses lunettes. Là, c'est assez rigolo aussi. Assez aussi stylé, j'ai trouvé, c'est la chanson Veruca Salt, qui va être plus dans un univers pop psychédélique qui fait très années 60, Beatles, Beach Boys, etc. Avec de très belles harmonies vocales, notamment. Et là aussi un décor en fait très beau, un grand plateau blanc et bleu clair avec des volutes assez 60s, des tabourets un peu genre tabouret tam-tam, enfin très 60s musicalement comme visuellement. Et enfin Mike TV, ça va être un numéro de style, on va dire glam rock, dans lequel justement Mike se retrouve au milieu de différents programmes télé en fait. Oui, à la fois les informations, des combats de robots, des émissions de cuisine, un peu de pub, même des extraits de Psychose. Je trouve ça marrant qu'il y ait Psychose qui soit représenté, à mesure que les Oompa Loompa zappent en fait de programme en programme. Et je trouve que c'était aussi plutôt sympa finalement ce montage délirant qui va crescendo en intensité et en rythme. En fait, en les revoyant pour préparer l'épisode, c'est vrai que chacun des numéros est plutôt sympa, mais j'avoue que dans le film ils m'ont pas trop... je sais pas, je pense que c'est le film en soi qui m'a pas trop plu, mais les numéros, c'est vrai que ces numéros-là sont plutôt chouettes. Et enfin, dernier petit point sur ce film concernant, on va dire, la manière dont est traitée la comédie musicale dans le film. Il y a une blague méta après la première chanson des Oompa Loompa. Charlie demande à Willy Wonka, mais comment ça se fait qu'ils avaient déjà une chanson au nom d'Augustus, toute prête à chanter, là Et en gros, Willy Wonka répond que c'est de l'impro. Et Charlie fait il est un peu bébé de Charlie. Alors que Mike TV, il dit ça n'a aucun sens ce que vous dites. Tu vois, c'est quand même la voix de la raison. Moi, je défends Mike TV, je suis désolée. Donc ça, c'était à propos du film de Tim Burton. On peut mentionner également maintenant la comédie musicale de Sheyman et Whitman. Sheyman et Whitman, vous les connaissez, on en parle souvent, ce sont notamment les compositeurs de Hairspray. Cette comédie musicale, on l'avait ratée lors de son passage à Paris il y a quelques années. On l'avait ratée et surtout, on n'avait pas réussi à être invité. Voilà, je dis ça. C'est pas faute d'avoir demandé, mais on ne nous a pas proposé. Alors, originellement, avant d'arriver à Paris, cette comédie musicale avait été créée sur le West End en 2013 avec une mise en scène originale de Sam Mendes, quand même. Puis elle avait transféré à Broadway en 2017 avec, notamment, dans le rôle de Wonka, le grand Christian Bale. Je pense que ça lui va pas mal comme rôle. J'aimerais bien voir des images. Ouais, je pense que ça lui va même très très bien. Moi, je l'ai vu à Londres en février 2014. Je ne sais plus qui jouait le rôle de Wonka et j'ai pas le programme avec moi, donc j'ai pas pu vérifier. Mais je me souviens qu'on avait passé un très bon moment, que les interprètes étaient super, comme souvent quand on va voir une comédie musicale à Londres, mais que globalement, j'avais quand même du spectacle un souvenir assez mitigé. Mais je pense que c'est parce que j'en attendais beaucoup. Et notamment, il y a vraiment certaines scènes clés, je pense, qui me tiennent beaucoup à cœur parce que ça ravive des souvenirs de lecture. Mais la scène d'entrée dans la chocolaterie, de la découverte des Oompa Loompa, de la première, cette fameuse première salle dont on parlait tout à l'heure. Je sais pas, sur scène, enfin après voilà, c'est normal, sur scène c'est dur à recréer, le livre place la barre tellement haut que sur scène, comment est-ce que tu recrées tout ce foisonnement spectaculaire que suscitent les descriptions. Bizarrement, j'avais trouvé à l'époque que le paquet spectaculaire avait plus été mis sur Mathilda que sur Charlie et la chocolaterie, alors que dans les livres c'était plutôt l'inverse, parce que dans Mathilda, c'est une histoire qui se déroule dans une école, c'est moins spectaculaire. Malgré tout, j'avais bien aimé, et il m'était resté quelques chansons marquantes, notamment Imagination, dont je ne savais pas qu'elle figurait déjà dans le film de 71. Et là encore, les parties que j'ai préférées, je crois que c'était celles dans la maison, hors de la chocolaterie, dans la maison de Charlie, où on avait là encore d'ailleurs le fameux lit où les grands-parents sont tous les quatre. Ça aussi, visuellement, c'est encore une fois très marquant. Alors, petite question bonus, est-ce que tu te souviens comment étaient présentés les Oompa Loompa, justement, dans cette version ? Non. C'est bête parce que je pense que j'ai le programme à Metz, donc je pourrais faire des photos du programme et peut-être les mettre sur nos réseaux, mais là, je ne peux pas te répondre en direct, je ne sais plus.
Passons maintenant au film Wonka. Film sur lequel donc nous n'avons pas parlé dans notre bilan 2023 justement car nous savions que nous allions en parler dans cet épisode sur Roald Dahl. Vous avez vu cette anticipation? Bon, ça fait longtemps du coup, mais... C'est ça. Si vous attendiez notre avis depuis tout ce temps, ça y est, ça arrive enfin. Donc ce film est sorti fin 2023, il s'agit d'un prequel sur la jeunesse de Willy Wonka, produit par Warner, et qui va être une nouvelle démonstration de l'intérêt autour de ce personnage. Le film est réalisé par le Britannique Paul King, qui travaille à la fois pour le théâtre et la télévision, et qui est aussi le réalisateur des 2 opus de l'adaptation cinématographique de Paddington. Alors Wonka, c'est globalement un film très beau, peut-être même un peu trop beau, justement, avec un côté très enchanteur, très grand spectacle, même si ça m'a fait penser à plein d'autres films qui ont un peu cette esthétique, hein. J'ai notamment pensé à Hugo Cabret, à Jingle Jangle, à pas mal de films qui lui ressemblaient en réalité. Oui, moi aussi, ça m'a évoqué d'autres films. Il y a cette espèce d'ambiance de l'Angleterre victorienne, un peu, même si on va en reparler, on n'est pas très sûr d'où ça se passe. Mais avec notamment l'auberge donc qui est tenue par Olivia Colman, puisqu'à un moment le personnage de Wonka se retrouve coincé dans cette auberge. Ça donne une atmosphère un peu à la Sweeney Todd, où ça évoque aussi un peu les Thénardier dans Les Misérables, des choses comme ça. Mais finalement, je trouve que visuellement, ça m'a surtout fait penser à Mary Poppins Returns, en fait, sur l'univers, les décors, les couleurs, etc. Ça m'a fait rire parce que j'ai vu sur Wikipédia qu'il y avait une foultitude de genres cinématographiques notés pour ce film, aventure, comédie, fantastique, musical. En effet, même si c'est une comédie musicale, je trouve parfois que cet aspect se noie un peu sous tout le reste, tellement il y a de trucs dans ce film. Un point qui m'a beaucoup perturbée, on en parlait à l'instant, c'est où est-ce que c'est censé se passer. Le nom des galeries gourmets où se déroule une partie de l'histoire, fait évidemment français. Puis on aperçoit même quelques publicités en français. On voit une vitrine intitulée La Parisienne. Bon, donc il y a des indications que ça peut se dérouler à Paris. Mais en fait, il y a rien d'explicite et surtout, architecturalement, ça faisait pas vraiment français parisien, ça me faisait plutôt penser à l'Italie, les grandes galeries qu'on trouve dans des villes du nord de l'Italie comme Milan ou Turin. Finalement, j'ai regardé et ça a été tourné au Royaume-Uni et notamment à Bath pour le côté justement Renaissance italienne et à Oxford. D'ailleurs, j'avais reconnu ces passages-là. J'étais contente. Parce que finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'il va en Europe de manière générale et donc c'est un petit concentré d'Europe que ce lieu. Concernant les numéros musicaux, c'est quand même notable à quel point ils sont ambitieux, avec de nombreux danseurs, des grands décors, il y a vraiment une volonté de faire du grand spectacle. Oui, parce que c'est vraiment un aspect qui est posé dès le début du film. On a un premier grand numéro avec une scène un peu de fantasme de Wonka quand il est aux Galeries Gourmet. On le voit s'imaginer en fait, donc monter sa chocolaterie, être entouré de plein de danseurs, puis finalement à la fin de la séquence, on voit qu'il est seul à danser dans ses pensées. Alors ce premier numéro qui se moque peut-être finalement du côté spectaculaire, hein, qui n'est que l'émanation des rêveries du personnage, ça pourrait faire augurer d'un côté méta qui se moque des conventions du genre de la comédie musicale, mais finalement pas trop dans le reste du film. On a quelques moments où les personnages disent des trucs comme notre chanson, enfin tu vois l'idée qu'ils sont conscients d'être en train de chanter, mais globalement ça reste une comédie musicale qui s'assume comme comédie musicale. Enfin, je dis ça bien évidemment dans le film, parce que dans les bandes annonces ou les éléments publicitaires, hein, comme d'habitude, on ne dit pas que c'est une comédie musicale, et quand on regarde les commentaires hallucinés, il y en a pas mal qui disent « Ah, je ne savais pas que c'était une comédie musicale », ou mieux encore « J'ai bien aimé, même si c'était une comédie musicale ». Alors, je crois me souvenir de quelqu'un, mais je sais plus qui m'a dit qu'elle avait traîné son mec voir le film sans lui dire que c'était une comédie musicale, parce qu'elle savait que si elle lui disait, il serait pas venu, et que finalement, il avait été évidemment sur le coup très surpris, mais qu'il avait aimé. Donc comme quoi, hein, je suis d'accord que ce marketing trompeur, c'est agaçant, mais des fois ça marche. Mais c'est peut-être la bonne stratégie. Non, mais apparemment, ça marche, c'est-à-dire que les gens vont voir les films et disent « Ah putain, c'est une comédie musicale ». Mais en fait, finalement, ils aiment bien, donc je sais pas ce qu'il faut faire. Tu vas voir qu'ils vont refaire le même coup avec Wicked, hein. Il y a des chansons. Mais franchement, déjà, les bandes annonces qui sont sorties, on entend des chansons, mais on les voit pas vraiment chantées par les personnages, donc c'est quand même pas très clair. Quelqu'un qui saurait pas ce que c'est Wicked, notamment par exemple en France, Oui, mais je pense sur la France, je suis sûre qu'ils vont faire la même. Mais c'est une comédie musicale, mais on fait pas plus comédie musicale que Wicked, ça chante tout le temps.
Donc je sais pas, alors là on en reparlera évidemment en long et en large, mais on n'a pas fini de parler de cette thématique de comment marketer les films musicaux à une période et ou dans des pays où c'est pas forcément le plus vendeur. Mais en tout cas, où Wonka, lui, elle a très bien marché en salle. On l'a pas précisé, mais les chansons sont de Neil Hannon, qui est le leader d'un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Divine Comedy. Les chansons sonnent plutôt bien, même si j'avoue, avec le recul, aucune ne m'est vraiment restée en tête. Alors, moi, je ne m'en souviens absolument pas, mais à l'époque, heureusement, j'avais noté des trucs. Donc, j'avais noté qu'il y avait 2 numéros que j'avais bien aimés, notamment la chanson Scrub Scrub, où, en fait, tous ceux qui sont été capturés par l'espèce de couple de Thénardier affreux, là, qui capture aussi Wonka, voilà, ils sont en train de faire la lessive, au sous-sol. Et voilà, il y a toute une chanson sur ce thème-là, Scrub Scrub, Scrub Scrub. Bon, c'était pas mal. Et aussi la chanson de l'ouverture du magasin de chocolat, avec là encore, on retrouve un peu d'ailleurs cette idée de la première scène qui en jette plein la vue dans la chocolaterie, hein, les trucs dans tous les sens, les trucs comestibles un peu partout. C'est un numéro qui m'avait bien plu sur le coup. À noter qu'on a le retour de 2 chansons du film de 71. L'une que je vais encore vous remettre dans la tête puisque c'est Oompa Loompa Doopa Dee Doo, qui est chantée assez rapidement par Hugh Grant, on y revient. Oompa Loompa Doompa Dee Doo, I've got a tragic tale for you. Oompa Loompa Doompa Dee Dee, if you are wise you'll listen to me. Et à la fin, on a Pure Imagination, évidemment, encore cette chanson. Et donc on a encore une fois ce lien fort avec le film de 71, lien qui est totalement inexistant avec le film de 2005. Donc c'est vraiment le film de 71 qui reste quand même malgré tout la référence en termes d'adaptation cinématographique de cet univers de Willy Wonka. Je voulais juste noter que même s'il y a quelques très grands numéros, voilà, qui sont absolument époustouflants, parfois j'ai trouvé que la recherche de spectaculaire était presque ridicule tellement elle était dans la surenchère permanente. Je pense notamment au passage avec des animaux du zoo, des ballons sur les toits de Paris. Enfin, on a l'impression que ça n'en finit plus d'empiler les trucs. Et aussi à certains moments les effets spéciaux étaient tellement abondants que je trouvais que ça gâchait un petit peu cette magie inhérente à l'œuvre, hein. De manière générale, l'histoire de Wonka, de ses recettes, c'est déjà en fait dans ce qu'il raconte super enchanteur, super stimulant pour l'imagination. C'est pas forcément la peine que visuellement, systématiquement, ça soit absolument délirant. Parfois, on a justement des utilisations plus mesurées et intéressantes des effets visuels numériques. Je pense notamment au moment où on a l'usine qui est surimposée sur des ruines du château qu'il va racheter, mais en mode c'est pas fini parce qu'on a à la fois les ruines, le château et de l'herbe. C'est une assez jolie image qui montre que c'est une projection dans l'esprit de Wonka de ce que ça peut devenir. Et c'est plus poétique et original qu'un simple makeover avant-après, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, je me rappelle que c'est un plan, tu vois, qui m'a marqué et qui m'a bien plu. Mais globalement, parfois, trop de CGI et trop de choses, en fait. Visuellement, trop de choses à voir. C'est pas la peine de tout souligner à ce point-là, à mon sens. En ce qui concerne le casting, Timothée Chalamet, donc qui incarne Wonka, est assez cute, peut-être un peu lisse, mais en même temps, c'est le personnage tel qu'il est écrit dans ce film qui veut ça. Il est un peu trop gentil, il n'y a pas vraiment le côté, comme on dit, origin story de méchant qui pourrait y avoir. Ok, Wonka, c'est pas un méchant typique, mais quand même, dans l'histoire originale de Charlie et la chocolaterie, il torture des enfants. Donc il pourrait y avoir de petits indices sur ce que ça va devenir, en fait, ce personnage-là. Et pas vraiment, en fait, ça reste quand même, il est tout gentil, tout mignon. Le seul truc où vraiment on a des méchants dignes de Roald Dahl, ça va être Olivia Colman, justement, celle qui s'occupe de l'auberge, là, avec son acolyte. Là, pour le coup, ça m'a fait penser à des livres de Roald Dahl, notamment, je sais pas si tu le connais, celui-là, Les Deux Gredins, où c'était 2 personnages vraiment très méchants, très sales, très bêtes. Et je trouvais que là, il y avait quelque chose qui était assez évocateur de l'univers de Roald Dahl, quoi. Et on a Hugh Grant en Oompa Loompa. Alors là, j'avoue que j'étais pas prête, j'étais pas au courant. Donc, quelle ne fut pas ma surprise? Trop de questions me sont venues, essentiellement pourquoi. Bon, en même temps, c'était assez marrant. Donc, faut bien avoir en tête, si vous l'avez pas vu, que c'est Hugh Grant, mais qui est donc orange avec une choucroute verte sur la tête, parce que il reprend dans ce film le look original des Oompa Loompa version 71, et donc Hugh Grant qui est aussi donc numériquement rétréci. Oui. Donc ouais, c'est particulier. C'est particulier.
J'ai par ailleurs été très gênée par le gag grossophobe autour du personnage du commissaire qui grossit donc au fil du film parce qu'il a mangé trop de chocolat et donc Keegan-Michael Kay qui incarne ce dit commissaire et qu'on aime pourtant beaucoup, hein, Keegan-Michael Kay, Oui. porte ici un fat suit. Ce qui me semble assez incompréhensible, en fait, comme type de gag dans ce film, et tout à fait inacceptable. Merci de retirer ce gag. Au revoir. Ouais, j'avoue, ça m'a outré aussi, mais bon, après, encore une fois, c'est peut-être ils se sont dit, qu'est-ce qui pourrait faire très Roald Dahl? Ah ouais, la grossophobie! Go! On peut rappeler que dans l'univers de Roald Dahl, la grossophobie est très très présente. On peut penser évidemment à Augustus Gloop, le personnage de Charlie et la chocolaterie, mais pas seulement. On se rappelle que dans Mathilda, le film là, tout récent, il y avait aussi un gamin qui portait un fat suit, donc arrêtez, Ah oui, c'est vrai, merci. Bruce. Le gamin, oui voilà, Bruce. Ouais, je me suis dit aussi le personnage une des deux tantes, là, dans James. Dans James et la pêche géante, ouais. Et enfin, pour finir un petit peu sur les thématiques du film, on a quelque chose autour d'une histoire d'un cartel du chocolat qui va essayer d'empêcher Wonka de se faire sa place dans cette industrie, en fait, de la friandise. Et donc, on va avoir un peu en fond une critique des monopoles et des ententes, parce qu'il y a 3 chefs de différents fabricants de chocolat qui s'entendent entre eux pour saboter Wonka. Donc, c'est comme une espèce de mafia, voilà, il y a toute une intrigue autour de ça. Ça, c'est pas mal, les scènes là où il descend sous la cathédrale ou je ne sais quoi, là, c'est vrai que c'est pas mal ces passages-là. Oui, on a aussi un peu cette idée de la glorification des petits entrepreneurs contre la grosse entreprise. Bon, voilà, c'est toujours rigolo que les films américains portent ce discours-là, notamment des films distribués par des majors. Et c'est aussi un film qui, une fois de plus, gomme totalement l'exploitation à venir des Oompa Loompa qui ne savent pas ce qui les attend. Oui, clairement. Clairement, ouais, c'est vrai que c'est à peine effleuré. De manière générale, tout est très gentil dans le film. Il y a pas de choses vraiment grinçantes. C'est pour ça que il y a des choses qui évoquent l'univers de Roald Dahl, mais c'est quand même encore un petit peu trop gentil, pas assez cruel pour être vraiment exactement dans le mood Roald Dahl. Je sais pas comment dire. Alors, on a fait le tour de Charlie et la chocolaterie, dis donc, de ces différentes adaptations. 1 heure, hein. Mais bon, c'est l'œuvre de loin la plus adaptée. Mais nombre d'autres livres de Roald Dahl ont fait l'objet d'adaptations en comédie musicale et nous allons à présent vous parler de Mathilda. Donc Mathilda, c'est un livre qui a été publié en 1988, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc qui raconte l'histoire de son héroïne Mathilda, qui est une petite fille passionnée de lecture, qui savait lire et écrire avant l'âge de 5 ans, mais qui se trouve être totalement maltraitée, ou en tout cas royalement ignorée par ses parents, avec donc une mère accro à la télévision et un père escroc. À l'école, c'est pas tellement plus réjouissant parce qu'elle doit faire face à la terrible directrice Mademoiselle Le Gourdin ou Miss Trunchbull en anglais, qui est une directrice qui a très bien choisi sa carrière puisque elle déteste les enfants, qu'elle appelle des maggots. Bon, il y a quand même sa maîtresse, la gentille Mademoiselle Candy, j'ai oublié son nom Miss Honey. Miss Honey en anglais. Et voilà, cette Miss Candy, elle la prend sous son aile. Et un jour, Mathilda découvre qu'elle a un pouvoir extraordinaire qui est celui de la télékinésie. Elle peut déplacer les objets rien qu'en les regardant. Et on ne vous en dit pas plus. Là encore, si vous ne l'avez pas lu, vous avez beaucoup de chance. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout à fait. À noter, avant de parler évidemment de la comédie musicale, une autre adaptation ultra célèbre de Mathilda, c'est le film de Danny DeVito en 1996 que personnellement j'ai vu plein de fois dans mon enfance et que voilà, je l'ai pas revu depuis un petit moment, mais dans mon souvenir c'était une très bonne adaptation, un petit peu américanisée. Ça se passait aux États-Unis, voilà, mais quand même une très très bonne adaptation. Eh bien, figure-toi que je l'ai jamais vu, et plus encore que je me souviens avoir été contrariée lors de la sortie de cette adaptation. Ah. Je pense que c'était un peu le truc où la petite fille qui faisait Mathilda ne correspondait pas à celle que j'avais imaginée. Et je sais pas, toujours quand je vois cette affiche, je suis un peu contrariée par cette Mathilda. Mais c'est absurde parce qu'entre-temps, j'ai appris que plein de gens l'avaient vu et qu'apparemment c'était un film très bien. Mais c'est marrant, je me souviens de ce sentiment de « Ah non, ils ont ruiné Mathilda », tu sais, le côté, ils ont transformé un truc que tu t'étais... Voilà. Peut-être que j'en parle dans mon fameux cahier de vacances des années 90 que je viens de retrouver ce matin. Ah oui. Cher journal, ils ont adapté Mathilda. C'est une honte. Catastrophe, ma journée est gâchée. Bon, ça me donne quand même envie de le voir finalement, malgré tout. Après toutes ces années, je peux peut-être passer les ponts. Ouais, passe outre et vois-le, il est vraiment chouette.
Commençons donc par l'adaptation scénique de Mathilda en comédie musicale. Oui, alors apparemment, dès 90, il y avait eu une adaptation en comédie musicale, mais j'ai quasiment rien trouvé dessus, mais évidemment, la version la plus célèbre, c'est bien sûr celle qui a ouvert en 2011 sur le West End, créée par la Royal Shakespeare Company, qui est une institution du théâtre britannique, qui joue habituellement du Shakespeare ou du théâtre classique, mais qui produit aussi parfois des comédies musicales, comme Carrie en 1976, ou encore l'adaptation britannique des Misérables en 85. La musique et les paroles sont de Tim Minchin, qui est un chanteur et humoriste qui n'avait pas d'expérience d'écriture de comédie musicale, mais qui avait joué dans quelques-unes auparavant. Apparemment, il aurait dès les années 2000 demandé à la succession Roald Dahl les droits d'adaptation de Mathilda à l'époque où il travaillait dans un théâtre à Perth en Australie. Mais ça s'était pas fait à l'époque, donc ça s'est fait 10 ans plus tard. Ok. Le livret est de Dennis Kelly, qui est un dramaturge et scénariste qui est pas lui non plus spécialement aguerri en comédie musicale. Et à la mise en scène, on a Matthew Warchus, qui a fait, lui, pour le coup, beaucoup de théâtre, mais aussi quelques comédies musicales, qui avait coécrit et mis en scène la comédie musicale Le Seigneur des Anneaux de 2006, qui n'avait pas très bien marché. Au contraire de Mathilda, qui va être un énorme succès. Oui, c'est une pièce qui a été très bien reçue à la fois par le public et par la critique, qui a notamment gagné en 2012 7 Olivier Awards, dont celui de la meilleure nouvelle comédie musicale, et à l'époque, Mathilda cumulait le plus grand nombre de récompenses pour un seul spectacle. Alors, elle s'est ensuite jouée à Broadway entre 2013 et 2017, et puis évidemment dans de nombreux pays dans le monde. À Broadway, le spectacle a récolté 5 Tony Awards, dont celui du meilleur livret. Pour en savoir plus sur l'histoire de la production de cette comédie musicale, je vous conseille une vidéo de la super chaîne YouTube Wait in the Wings. La vidéo s'appelle A Triumphant History of Matilda the Musical, et ça revient vraiment sur la production de Matilda depuis ses débuts, c'est très précis et très intéressant. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais si on adore Mathilda, personnellement, c'est une comédie musicale qui reste dans mon top 3 ever, des comédies musicales que j'ai pu voir. Je l'ai vue en 2013 à Londres. Ah, ça fait plus de 10 ans, c'est fou. J'avais été vraiment émerveillée par la virtuosité des enfants, les décors, les chansons qui sont également hyper catchy et superbement mises en valeur par la mise en scène. On va y revenir. Alors pour ma part, je l'ai vu en 2015 à Londres. J'étais en voyage avec mon compagnon, mon frère et sa compagne à lui. Du coup, ils m'ont dit, bon, il faut voir une comédie musicale, mais vas-y, dis-nous qu'est-ce qu'on peut aller voir. J'avais longuement réfléchi, je m'étais dit que c'était une bonne idée parce que c'est accessible à des non-fans de comédie musicale. Aussi à des gens qui comprennent pas forcément très bien l'anglais parce que c'est une histoire qu'on connaît, qu'on l'avait tous lu étant enfant, etc., que c'est accessible aux enfants, que c'est compréhensible, etc. C'était un très bon choix. Et j'en ai un souvenir absolument émerveillé, les enfants tous hyper doués, les décors, les couleurs, les effets spéciaux. Et aussi vraiment des chansons extrêmement bien écrites, poétiques, intelligentes, entraînantes. Je me souviens très bien, dès le début en fait de l'ouverture avec les enfants qui chantent My mommy says I'm a miracle, avec un défilé d'enfants qui sont tous adorés par leurs parents pour montrer ensuite le contraste avec Mathilda et sa famille absolument horrible. Oui, parce que les petits miracles, en l'occurrence, ils sont affreux et turbulents, mais adorés par leurs parents. Oui, c'est ça, c'est comme ça, il y a des oppositions à plusieurs niveaux qui sont vraiment efficaces dans cette ouverture. Et ensuite, assez rapidement, on a un peu l'hymne de Mathilda, qui est la chanson Naughty, où elle affirme qu'il faut prendre en main son destin, et que pour ça, il faut parfois être un peu vilain au sens d'être un enfant mal élevé, quoi, si on veut se sortir de certaines situations difficiles. Donc Mathilda fait référence à des contes de fées, des comptines pour enfants, elle fait référence à Roméo et Juliette, etc., de manière ironique. Et je trouve que c'est une très bonne présentation de ce personnage, ça montre dès le début qu'elle est très intelligente, qu'elle est très cultivée, et aussi sa force de caractère, et j'aime beaucoup ce côté impertinent de dire aux enfants que parfois il faut savoir désobéir. Oui, il y a cette idée finalement qu'elle voit aussi sa vie à travers les livres qu'elle a lus et qui l'ont nourrie. Ouais. Et ce qui est rigolo, ce qui rajoute à la performance, c'est qu'elle chante toute la chanson tout en préparant une bêtise quelconque. Je crois qu'elle est en train de préparer un spray qui va colorer les cheveux de son père en vert ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Tu vois qu'elle est en train de fomenter un truc et donc ça ajoute à la chanson parce que elle doit chanter tout en se déplaçant, prenant des accessoires. Et c'est d'ailleurs une chanson qui met en valeur la virtuosité de toutes ces petites Mathilda à chaque fois qui nous époustouflent. Oui, complètement, c'est très impressionnant. Chanson dont j'ai parlé déjà, je pense, un certain nombre de fois parce que je trouve que c'est absolument incroyable, c'est School Song, la chanson des enfants lors de l'arrivée de Mathilda à l'école. C'est une des chansons de comédie musicale que j'ai le plus écoutée dans ma vie, suite à sa découverte sur scène, en fait.
En fait, on a les paroles qui vont jouer sur les lettres de l'alphabet de manière ultra maligne, c'est-à-dire qu'on case, je sais même pas comment décrire, mais en gros ça fait So you think you're able to survive this place by being, et donc t'as A, B, C et jusqu'à Z à la fin qui sont intégrés dans le dialogue. Donc c'est répété 2 fois de suite, c'est seulement au bout d'un moment qu'à l'écoute, parce que c'est tellement bien écrit qu'au début on fait pas forcément attention que c'est écrit comme ça. Au bout d'un moment on comprend que c'est l'alphabet. Et on le comprend notamment lorsque la séquence est répétée une deuxième fois, grâce à la mise en scène absolument spectaculaire avec les enfants qui montent sur la grille de l'école et qui posent leurs pieds sur les lettres, et les lettres s'éclairent les unes à la suite des autres. Franchement, c'est du génie de mise en scène, je trouve, ça m'a bluffé. Ouais, je suis tout à fait d'accord, hein, ce numéro est absolument splendide. Dans la première partie, on a d'ailleurs une chorégraphie qui joue particulièrement sur les effets d'isolation et de synchronie des mouvements de l'ensemble des écoliers, qui sont d'ailleurs à ce moment-là joués par des adultes. Hein. Sur la première partie, oui. C'est les écoliers adultes. Et dans la deuxième partie, je suis vraiment d'accord avec toi hein, sur cette apparition des lettres, sur la grille, en rythme avec les paroles. Je pense que c'est un des moments de théâtre les plus satisfaisants que j'ai pu voir de ma vie, quoi. Tout simplement. Complètement d'accord. La synchronicité absolue du truc. La maestria, enfin c'est là qu'on voit, je sais pas comment dire, oui, on ressent une espèce de satisfaction à voir un travail ça, en fait. Tellement bien exécuté que c'est jouissif, quoi. Autre numéro très très bon en termes de mise en scène, c'est When I Grow Up, qui est la chanson ultra poétique et mélancolique qui va démarrer l'acte 2, où les enfants rêvent à ce qu'ils pourront faire quand ils seront grands. Et là encore, je trouve que les paroles sonnent vraiment bien, et notamment qu'elles reflètent très bien cette pensée enfantine, en fait. Oui, il y a plusieurs paroles qui me brisent régulièrement le cœur, et notamment... Alors, je sais plus comment on le chante celui-là. And when I grow up, I will... Non. Eat sweet every day, on the way to work, and I will go to bed late every night. Ouais. Je sais pas, mais ça me semble tellement une façon juste de représenter ce qu'on imagine être l'âge adulte quand on est enfant. Et aussi, il y a quelque chose, je me dis que c'est dommage qu'on perde cette idée de la liberté en grandissant. Enfin, moi, ça me donne envie de manger des Bubblies en allant à la fac le matin, quoi. Moi, ce que j'adore, c'est quand ils disent que, je sais pas comment dire, mais ils imaginent l'âge adulte comme une version grande. Oui, c'est ça. De l'enfant. C'est-à-dire, ils disent, quand on est adulte, on peut monter plus haut dans les arbres, et quand on est adulte, on se bat contre des monstres plus gros que ceux qu'on combat quand on est enfant. Je trouve ça d'une beauté. Enfin, vraiment de... Oui, je suis d'accord. Et ce qui est aussi, pas affreux, mais tu vois, là où ça nous touche la corde, c'est parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a perdu ça, tout simplement? C'est pourquoi est-ce que l'adulte, c'est pas la version grande de l'enfance, tout simplement. C'est vrai, c'est cette mélancolie-là. Mais je me précise que moi, à chaque fois, ce que j'aime bien aussi, quand elle dit I will go to bed late every night, et là, je me suis dit, ça c'est vrai par contre, depuis que je suis adulte, je me suis jamais couché tôt de ma vie, et je pense que jamais je me coucherai tôt. Donc il y a peut-être ce petit truc-là que j'ai gardé quand même. Et donc ouais, c'est vraiment une chanson magnifique et qui est d'ailleurs reprise à la fin pendant les saluts, il me semble, ce qui permet à tous les enfants de tous chanter ensemble. Ce morceau absolument bouleversant, je suis d'accord avec toi, ouais. J'aime beaucoup aussi la chanson My House, donc de l'Institut de Mathilda, Miss Honey. C'est une des rares chansons d'adultes finalement de la pièce. C'est une ballade, sorte d'I Want Song assez classique, voilà, où elle dit qu'elle aime sa maison même si elle est toute petite, parce que c'est chez elle, voilà. C'est assez classique, mais c'est émouvant. Ouais, moi j'aime aussi beaucoup. Je trouve que la mélodie est très belle et que dans sa simplicité elle fonctionne, et aussi parce qu'elle donne une vraie personnalité au personnage de Miss Honey justement. Oui. Parce que elle est déclenchée cette chanson, je crois, si je dis pas une bêtise, par Mathilda qui lui dit mais Miss Honey, vous vivez dans toute une petite maison, etc. Alors vous êtes bon, il y a toute une histoire d'injustice autour parce qu'elle est liée à Mademoiselle Le Gourdin. Enfin bref, vous connaissez sûrement un peu l'histoire. Et en gros, elle lui dit que c'est injuste qu'elle vive. Elle voudrait que Miss Honey se révolte. Et Miss Honey n'est pas dans cet esprit-là. Elle est plus dans un truc de se contenter de ce qu'elle a. Et c'est montré comme deux personnes qui ont un point de vue un peu différent et qui chacune peuvent faire valoir leur point de vue. Je sais pas comment dire. C'est hyper touchant. Et ça donne vraiment une caractérisation, une profondeur dans la caractérisation de ce personnage de l'Institut, là. Et bon, il y en a sûrement qu'on a raté, mais on a parlé un peu au fur et à mesure des plus marquantes, mais on peut mentionner aussi la chanson presque finale, hein, Revolting Children, où les enfants se rebellent contre Miss Trunchbull, justement, en jouant là aussi, encore une fois, des paroles vraiment très malines, hein, avec le double sens du mot revolting, puisque c'est Miss Trunchbull, en fait, qui à l'origine les a traités de revolting, dans le sens où ils sont révoltants, c'est-à-dire ils sont répugnants, quoi, mais eux, ils le changent le sens du mot en disant, en fait, revolting, ça veut dire qui se révolte. Et donc oui, on est des revolting children, donc on va se révolter. Et donc ça donne une chanson ultra énergique, on est vraiment porté par la colère des enfants, par cette opposition à l'injustice, c'est vraiment ultra efficace.
Et alors, je savais pas, mais à plusieurs moments de la chanson, il est question de revolting rhymes, donc des rimes révoltantes. Et apparemment, c'est une référence au titre d'un livre de poèmes de Roald Dahl publié en 1982, qui s'appelait donc Revolting Rhymes. À noter, parmi les spécificités de cette version scénique de Mathilda, le fait que Miss Trunchbull, donc Mademoiselle Le Gourdin, est généralement, même toujours, il me semble, en tout cas dans les versions professionnelles, jouée par un homme. J'avoue que je sais pas si je suis très fan de cette idée-là et de ce qui signifie. Par exemple, dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure de la chaîne YouTube Wait in the Wigs, ça dit que ils ont cherché des femmes à caster, puis finalement ils trouvaient pas. Ils se sont dit tiens, si on castait un homme, et je me suis dit merde, vous auriez pas pu trouver une femme qui a ce truc-là. Il y en a, je suis désolée. Ouais. Donc voilà, ça me questionne un petit peu. Je suis pas forcément fan de ce que ça signifie de choisir un homme pour ce rôle-là. Je sais pas trop non plus quoi en penser. Sinon que les qualités masculines de Trunchbull, sa force, son caractère autoritaire, sont ce qui en font une méchante. Donc il y a aussi peut-être que c'est l'idée que c'est parce qu'elle contrecarre les normes de genre que c'est une méchante. Enfin, je sais pas. Je sais pas vraiment quoi en penser. Si vous avez des avis. Moi, j'avoue que ça m'a toujours laissé perplexe. Je suis pas non plus contre, parce que voilà, je trouve ça toujours amusant aussi, le fait d'avoir un interprète en drague qui surjoue certains aspects des codes genrés, etc. Mais voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu questionné. Dans les autres choses qui sont caractéristiques de l'adaptation du récit de Roald Dahl en comédie musicale, on a l'idée que Mathilda va régulièrement voir la bibliothécaire qui s'appelle Mrs. Phelps, et lui raconte l'histoire d'un magicien et d'une acrobate qui sont tombés amoureux et qui rêvent d'avoir un enfant. Et en fait, cette histoire s'avère avoir un lien avec les personnages eux-mêmes. J'en dis pas plus, no spoiler, parce que ça pour le coup c'est pas du tout dans le livre de Roald Dahl. Ça a été ajouté, je pense, en partie pour créer du liant dans le récit, même si personnellement, je crois que je l'ai déjà dit, je suis pas très très convaincue par ces histoires d'acrobates là. Ça a sans doute été aussi rajouté pour avoir quelque chose de spectaculaire à montrer, en même temps que leur histoire est racontée en voix off, par la narration. Ils apparaissent en ombre chinoise, c'est dans mon souvenir assez beau, mais bon, c'est vrai que ça fait d'enrobage narratif supplémentaire, quoi. À l'inverse, ils se sont débarrassés du personnage du grand frère de Mathilda, qui existe dans le livre et qui existe aussi dans le film de 96. Ils se sont dit que c'était pas utile. Finalement, c'est pas faux que c'est pas utile, ce personnage, puisqu'il ne manque pas vraiment. Je crois que je m'en étais pas aperçu en voyant la comédie musicale qu'il manquait le frère. Et donc cette comédie musicale a été adaptée en film, une production Netflix sortie sur la plateforme à Noël 2022, qui a été réalisée par le metteur en scène Matthew Warchus. Alors on en a déjà parlé, donc on va pas trop s'étendre dessus, on vous renvoie à notre bilan 2022 dans lequel on avait parlé de cette adaptation. Globalement, même si le film était bien fait, on n'avait pas été convaincus, on peut le dire comme ça. Moi, je me souviens avoir été particulièrement déçue de la mise en scène de When I Grow Up, dont on parlait tout à l'heure, un truc un peu niais sur un carrousel qui me semblait être inutile et gâcher un peu la poésie de l'original. Ils étaient sur des motos aussi. Ouais. Ah oui. C'était bizarre. Mais je pense que le vrai problème, c'est que les versions scéniques placent la barre trop haut et qu'on a été déçus. Mais si vous avez jamais vu le spectacle, vous pouvez quand même jeter un coup d'œil ou alors vous réserver pour quand vous découvrirez le spectacle, je ne sais pas. Juste à noter sur ce qu'on disait justement sur la tradition de faire jouer Trunchbull par un homme, ici elle a pas été, on va dire, transposée au cinéma puisque c'est Emma Thompson qui incarne le personnage de Mademoiselle Le Gourdin. Oui, moi j'avais été assez surprise par ce choix puisque quand on pense à Hairspray, l'adaptation cinématographique de Hairspray, on avait gardé dans ce cas la pratique scénique entre guillemets de faire jouer la mère du personnage principal par un homme. Mais bon, en tout cas dans cette version de Mathilda de 2022, on avait toutes les deux, Anna et moi, convenu que Emma Thompson était très bien. Ouais, elle était marrante, ouais. Et justement, Emma Thompson, tu vois, ils sont pas allés chercher une femme très masculine, entre guillemets, désolé de faire des termes très stéréotypants, ils sont allés chercher une femme qui quand même peut avoir une certaine classe féminine, etc., mais qui est allée à fond dans ça, et ça fonctionne aussi. En fait, il y a pas de raison que Miss Trunchbull soit jouée par un homme, je le redis. Je voulais juste signaler un petit truc. J'ai regardé plein de fois, plein d'extraits de School Song sur internet, des slime tutorials, etc. Et dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait « Regardez la version japonaise du film, parce que le doublage est incroyable, c'est hyper bien fait, comment ils ont réussi à retranscrire le truc de l'alphabet. » Alors comme moi je parle pas du tout japonais, je suis pas allée voir ça. Par contre, je suis allée voir la version française, je me suis dit « Tiens, comment ils ont traduit les chansons dans la VF du film ?» Et alors School Song est incroyablement bien faite, hein. Pourtant, quel challenge incroyable. Il faut que les mots fonctionnent avec les lettres, parce que les lettres apparaissent à l'écran. Donc, il faut que chaque mot qui est dit, ça fonctionne.
Évidemment, faut que ça matche avec les lèvres comme dans un doublage classique, donc c'est hyper efficace. La seule chose qu'ils arrivent pas à faire vraiment du tout, c'est le mot Y. Quand ils disent why, évidemment en anglais ça marche trop bien parce qu'ils disent why et ça veut dire pourquoi, donc c'est génial. En français, Y ça veut strictement rien dire et ça ne peut se caser dans aucune conversation. Donc Y marche pas, ils arrivent pas à l'intégrer, mais le reste est quand même ultra bien fait. Voilà, si vous êtes curieux, allez voir sur Netflix et basculer dans la VF, et c'est très intéressant. J'avais commencé à regarder, mais j'avais pas été jusqu'au Y, donc je vais regarder le Y, c'est vrai que... Petit problème. Challenge. Ils ont même pas essayé, mais en même temps, je vois pas, non, ils ont même pas essayé. Alors, on passe à un autre livre de Roald Dahl adapté en comédie musicale. Il s'agit donc de celui dont on a déjà parlé, Sacrée sorcière, The Witches, un livre publié en 1983. Alors, Sacrée sorcière, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui, suite au décès de ses parents, comme souvent dans les livres de Roald Dahl, on y reviendra, vit seul avec sa grand-mère, qui est un petit peu indépendante, excentrique, un personnage de grand-mère comme on les aime. Trop bien. Et cette grand-mère, elle lui explique que les sorcières existent, mais que, tout simplement qu'elles sont déguisées en femmes ordinaires, mais qu'il y a quand même quelques signaux qui permettent de les reconnaître. Et lors d'un séjour à l'hôtel avec sa grand-mère, le jeune garçon va se retrouver, pas de bol, au milieu d'une assemblée de sorcières qui ont une sorte d'assemblée générale annuelle. Voilà, c'est une espèce de convention de sorcières. Et bien bim, il se retrouve au milieu d'elles. Là encore, on vous dit pas tout. Alors, avant de passer à la version musicale qu'on a vue sur scène à Londres, les autres adaptations notables de cette œuvre, le film de Nicolas Roeg en 90 avec Angelica Houston dans le rôle de la grande sorcière. Mais je ne connais pas ce film, mais je veux instantanément le voir. Ah bah oui, je l'ai vu très récemment, c'est pas du tout un film que j'ai vu petite ou quoi, mais ouais, il est pas mal, puis Angelica Houston est incroyable, évidemment. Ensuite, en 2020, on a eu le film de Robert Zemeckis avec Anne Hathaway dans le rôle de la grande sorcière. Je l'ai vu il y a pas très longtemps à la télé. J'avoue que c'est un peu décevant. Ouais. Et autre adaptation à noter, la version en bande dessinée, dessinée par Pénélope Bagieux, qui est vachement bien. Et donc maintenant, passons à la version comédie musicale, assez méconnue, mais que nous avons vue. The Witches au National Theatre de Londres. Donc, c'est une comédie musicale qui a été créée donc en 2023, qui a fait sa première mondiale à l'Olivier, auditorium du National Theatre à Londres, en coproduction avec la Roald Dahl Story Company. Et donc, ça s'est joué du 7 novembre 2023 au 27 janvier 2024. Le livret de cette comédie musicale est de Lucy Kirkwood, la musique de Dave Malloy, qui est notamment le compositeur de la comédie musicale Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812, et les paroles sont de Lucy et Dave conjointement. La mise en scène est signée par Lindsay Turner et la chorégraphie de Stephen Mear, qui a également été chorégraphe pour Mary Poppins, Undertone, Chantons sous la pluie et 42e rue au Châtelet, Guys and Dolls et Funny Girl au Marine. On le connaît bien. On le connaît bien. On a vu pas mal de choses qu'il avait chorégraphiées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Sacrée sorcière, c'est vraiment un livre culte de mon enfance. Alors j'avoue que quand j'ai découvert totalement par hasard en me baladant à Londres en août 2023 que ça allait se jouer à l'automne, parce que je crois que j'avais vu passer ça sur les réseaux, mais c'était totalement sorti de mon esprit, j'ai tout de suite envoyé la photo de la pancarte Anna en disant « il faut qu'on y aille ». Et donc, on a été à Londres en janvier 2024 lors de toute dernière représentation pour le voir. Et donc, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Tu te souviens qu'on a abandonné Oui. compagne, compagnon et enfant dans le Airbnb pour aller voir la pièce. Pire, dans le métro. Ah oui, c'est vrai qu'on les a lâchés. On les a abandonnés dans le métro, fallait qu'ils rentrent, qu'ils récupèrent le lit pour bébé, tout ça. Oui. Et nous, comme deux gros incrates, on a été voir des comédies musicales. Donc, voyez le dévouement qu'on a pour vous. On abandonne nos familles pour vous. Ça valait le coup. Non, parce que c'était vraiment excellent, hein. Moi, j'ai adoré. En particulier, le premier acte, je pense, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon spectacle. Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça très très bien, hein. Vraiment époustouflant. Et à noter que ça fait un petit peu peur. C'est pas tout à fait pour les petits enfants. Donc, tu vois, on a bien fait de pas les traîner au théâtre. Surtout avec ma fille qui avait 1 an et demi. Et d'ailleurs, sur les recommandations d'âge, dans le programme, il est noté pour les brave 8 years old. Donc, les enfants courageux à partir de 8 ans. C'est marrant, au début, on arrive, c'est quand même un assez grand auditorium, et au début, je me suis dit, tiens, la scène est petite, et en fait, elle s'ouvre et se déploie au fur et à mesure de la pièce au début, dans un effet assez spectaculaire, j'ai trouvé. Ouais, j'ai également été très impressionnée par les décors. Il y a plein de changements de décors, des effets de trappe, de trompe-l'œil, ça n'en finit pas de changer, en fait, au fil de la pièce, donc c'est vraiment super.
Au niveau des numéros, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont marquants, même encore aujourd'hui, je m'en souviens assez bien. La première chanson avec les sorcières qui dévoilent en fait qu'elles se cachent sous l'identité de femmes parfaitement normales est hyper efficace. La I Want Song de Luke, donc le personnage principal, qui n'a pas de nom, je crois, dans le livre de Roald Dahl, parce que c'est raconté à la première personne et ça dit jamais son nom. Là, il s'appelle Luke. Elle était assez sympa, elle s'appelle Ready to Go, qui nous lance un peu dans un esprit positif, qui va être tout de suite brisé par la mort de ses parents. C'est très très dur ce moment-là. Enfin, il y a des changements de ton qui sont brutaux, mais très bien gérés dans l'œuvre, je trouve. Ouais, il montre un peu l'accident, non? Genre l'accident de la route. Ouais, je crois, ouais. Ah, c'est chaud, ouais, je m'étais dit, ouh. De l'acte 1, moi j'avais noté 2 numéros vraiment époustouflants, celui de l'arrivée à l'hôtel et celui de Bruno. Donc c'est 2 séquences spectaculaires avec des ensembles où on a beaucoup de monde sur scène, on en prend plein la vue. Et je me suis même dit que c'était un peu étrange en fait qu'il y ait 2 numéros de ce type dans le même acte. Parce que ça faisait 2 numéros spectaculaires, 2 production numbers, là où parfois on en a qu'un ou un par acte, là c'était bien concentré quoi. Oui, c'est vrai qu'en plus ils étaient assez proches l'un de l'autre, il me semble, dans la narration. Donc il y a effectivement la chanson d'arrivée à l'hôtel qui est géniale avec tous les employés de l'hôtel qui chantent et dansent, c'est vraiment très impressionnant. Et la chanson de Bruno qui s'appelle Bruno Sweet Bruno, donc autour de ce personnage qui est le fils d'un couple bourgeois qui va rencontrer Luc dans l'hôtel et qui est complètement obsédé par les bonbons. Et donc dans ce grand numéro, on a des danseuses déguisées en bonbons, en gâteaux, en chocolat. Et il y a tout un moment de claquettes où le gamin qui joue Bruno, qui faisait des claquettes mais comme un dieu, enfin c'était incroyable, du niveau des enfants de Mathilda, enfin il y a vraiment, ça m'a fait halluciner quoi. Je dirais s'il fallait trouver des défauts, que malheureusement l'intrigue s'étire un peu trop, et que l'acte 2, du coup, rajoute beaucoup de choses qui sont pas dans le livre et qui m'ont pas forcément paru hyper utiles. Oui, la plupart des choses dont je me souvenais, c'était passé avant l'entracte, donc je me demandais comment ils allaient tenir le deuxième acte. Hein. Oui, c'est ça. Et il y a notamment l'ajout d'une backstory entre la grand-mère et la High Witch, là, la grande sorcière, qui sont censées s'être connues avant, en fait, c'est pas du tout dans le livre. Et il y a aussi la présence d'autres enfants qui ont été transformés en différents objets, parce que donc dans l'histoire de Sacrée Sorcière, si vous vous souvenez, le personnage du garçon est transformé en souris par la sorcière, en fait. Et toute la deuxième partie de l'histoire, il est en souris en fait. Et là, dans cette version-là, on voit que dans toute l'histoire, je sais pas, de cet hôtel, de toutes les conventions, je sais pas, il y a plein d'autres enfants qui ont été transformés en plein d'autres choses, des petits animaux, des objets, etc. Et du coup, ça fait un peu penser à La Belle et la Bête, parce qu'on a des enfants qui sont, je sais pas, avec des costumes d'horloge, ou je me souviens plus exactement, ou d'objets, divers objets. Et c'est un peu dans ce style-là, quoi. Autant les enfants transformés en objets, c'était plutôt pas mal. En effet, on a tout un passage, si je me souviens bien, où ils sortent du décor et s'animent. Mais ouais, la backstory, c'était un petit peu dispensable. Et je suis d'accord avec toi, on perd un peu le fil de l'histoire à force. Ce que j'ai trouvé pas mal, c'est ce qu'ils ont fait du personnage du manager de l'hôtel, qui était très drôle. Enfin, en tout cas, le comédien qui le jouait était déchaîné, absolument hilarant. Je sais pas si tu te souviens d'un passage où il dit à son employé, en gros, ne parle jamais de souris. Et il disait do not ever, 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 ever. Et il répétait le mot ever, mais je sais pas combien de souffles il avait parce qu'il a dit ever pendant je sais pas combien de temps. Et c'était tellement, enfin c'était hilarant quoi. Ouais, c'était très drôle. Et il reprenait sa respiration, il faisait ever, ever, ever. Et c'était mais tellement drôle. Mais je me souviens avoir ri. Et il voulait lui dire de ne jamais, 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 jamais mentionner l'existence de souris. Et après, il y a tout un numéro, justement, où il chante, un numéro, si mon souvenir est bon, ça s'appelle Don't Say Mice, donc ne dites pas souris, donc c'est son obsession, c'est de ne jamais mentionner le fait qu'il y ait des souris dans cet hôtel. Une chanson dont je me souviens aussi, c'est la chanson anti-enfant de la High Witch, qui s'appelle Wouldn't It Be Nice, donc en gros, c'est est-ce qu'on serait pas bien entre nous s'il y avait pas d'enfants, qui est plutôt marrante, avec une adresse au public. En fait, l'introduction de la chanson, que je trouve peut-être un poil forcé, c'est qu'en fait il y a un téléphone qui sonne entre guillemets dans le public qui fait sur le son de la chanson très très agaçante la Baby Shark et ça sonne et la sorcière s'engueule avec un enfant qui est censé être dans le public, mais bon on devine quand même assez vite que ça fait partie de la pièce. Moi au début j'y ai cru parce que je suis très crédule mais voilà c'est assez rigolo. Non mais moi aussi au tout début oui moi aussi. Mais bon ça sent un petit peu le truc pour étirer le deuxième acte quoi. Oui, je suis assez d'accord, c'est un solo comique qui permet, bon, quand même de faire un petit moment one woman show de la High Witch, un peu dans le style de la chanson Little Girls dans Annie, faire un round contre les enfants pendant de longues minutes.
Elle est en robe de chambre, là, dans sa chambre d'hôtel. Enfin, ça fait plaisir, j'imagine, à la comédienne. Après, c'est vrai que c'est pas forcément le plus utile. L'autre chose un poil décevante, c'est la chanson Get Up, qui est la seule qu'on peut écouter en ligne. Et ça m'énerve qu'on ne puisse pas écouter cette comédie musicale en ligne, parce que je voudrais réécouter les chansons. La seule qu'on peut entendre, c'est Get Up, qui semble se vouloir un peu le tube de la pièce, mais qui est un peu banal. Ça fait un peu chanson pop, qui essaie un peu d'imiter le style de Mathilda, mais en moins bien. Et d'ailleurs, elle est reprise à la fin, voilà, vraiment à la fin de l'histoire, il me semble, par les enfants, sans que ça soit vraiment puissant, ni vraiment pertinent comme finale. C'est pas tout à fait exactement le final un peu pétaradant qu'on aimerait, je trouve. Donc voilà, en gros, j'ai moins aimé l'acte 2, mais quand même, c'est vraiment un spectacle très impressionnant, notamment en termes de scénographie. Et comme on le disait tout à l'heure, dans le deuxième acte, il devient une souris. Et donc, comment mettre ça en scène, en fait ? Il y a des moments où il est en souris, c'est-à-dire ils ont des oreilles sur la tête un peu comme Mickey, quoi. Et ils sont à taille humaine, à taille d'enfant. Puis tout à coup, les souris deviennent représentées par de la machinerie, selon de quel point de vue on regarde, quoi. Si c'est les enfants qui discutent entre eux, on est avec des souris avec des oreilles sur la tête. Et si c'est les adultes qui sont en train de voir des souris qui courent, on a des petites souris, et c'est hyper bien fait. Ouais, il y a notamment un moment où ils sont dans les cuisines de l'hôtel et qu'ils se faufilent partout, voilà, entre un peu les jambes des différents personnages, qu'ils apparaissent à un endroit puis à un autre. Mais là, justement, en étant déguisés avec leurs oreilles, donc c'est vraiment les acteurs qui se déplaçaient d'une boîte à l'autre du décor. Je comprenais pas comment, j'essayais de comprendre, mais je comprenais pas comment est-ce qu'ils arrivaient à passer d'un espace à l'autre. Ça faisait presque truc de prestidigitation, quoi. C'était assez plaisant. Oui, malgré tous nos efforts, on n'a pas vu comment c'était fait. On veut le revoir pour comprendre. Et à propos de ce qu'on disait sur est-ce que les adaptations respectent plus ou moins, on va dire, l'esprit de Roald Dahl, ici, dans The Witches, je trouve que c'était pas mal, avec une tonalité qui pouvait passer de l'humour à la noirceur. On avait une tonalité assez dure par moments, avec des moments assez effrayants. Oui, je me souviens notamment de la scène où il y avait la chef sorcière qui expliquait à ses acolytes sorcières le plan, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme l'enfant en souris. Et c'était quelque chose qui m'avait fait pas mal peur. Il y avait des espèces de grosses têtes qui me rappelaient un petit peu l'univers de Tim Burton. Enfin, je sais pas, c'était un moment assez étrange. Et franchement, ça m'a fait peur sur le coup. Enfin, en tout cas, ça m'a pas mal dérangé. Ouais, il y a des moments comme ça, hyper bizarres. Mais je trouve que dans l'ensemble, il y a un bon équilibre. Ça s'adresse quand même pas mal aux enfants. Il y en avait beaucoup dans la salle. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'était quand même des enfants relativement âgés, mais il faut quand même les satisfaire eux aussi, donc il y a aussi beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées qui tirent vers le comique, donc dans l'ensemble je trouve que la pièce avait un bel équilibre entre toutes ces dimensions-là. D'ailleurs, si je peux me permettre, je me souviens qu'il y avait des enfants assez turbulents derrière moi et que ça m'a beaucoup énervée. Mais en tout cas, si on pense aux enfants qui, eux, étaient sur scène, les jeunes acteurs qui étaient sur scène, eux, ils étaient vraiment exceptionnels, hein, comme on l'a dit aussi à propos de Mathilda, c'est toujours hyper bluffant. Et en plus, le soir où on y est allé, c'était la dernière des deux enfants qui jouaient les deux leads, les deux petits garçons. Du coup, c'était super émouvant parce que voilà, c'était leur dernière représentation, c'était chouette. Et du coup, comme vous l'avez vu, on a beaucoup aimé cette pièce. Et on est toutes les deux étonnées du fait que ça n'ait pas eu beaucoup d'écho. On n'a pas beaucoup entendu parler, et les suites du projet, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, ça n'a pas joué longtemps. Ça a eu aucune nomination aux Olivier Awards, alors que c'est quand même... je trouve que ça aurait pu avoir la scénographie, la mise en scène, la chorégraphie, il y a plein de... il y a plein de dimensions hyper réussies dans cette comédie musicale. C'est un excellent spectacle. Moi, en le voyant, j'avais même l'impression qu'il y avait un potentiel pour un transfert à Broadway. Et en fait, c'est un peu retombé et ça n'a pas eu vraiment de suite. Je trouve ça assez décevant et un peu inexplicable. Est-ce que tu crois que le fait qu'ils aient pas eu d'Olivier Award, c'est lié au fait qu'ils pouvaient peut-être pas concourir, si c'était du théâtre public ou je sais pas quoi, tu sais, c'est comme les Tony Awards, faut une certaine taille et type de théâtre pour concourir. Tu crois que le théâtre public, il est pas éligible ? Je sais pas, je dis peut-être une énorme bêtise, j'en sais absolument rien. C'est possible, hein. C'est vrai qu'on l'a pas précisé vraiment, mais c'est effectivement un théâtre public qui a produit cette comédie musicale. Il faut qu'on étudie en profondeur le théâtre, comment ça fonctionne le théâtre à Londres, parce qu'on n'est pas au clair. Ouais. Eh bien, c'en est fini pour Sacrée Sorcière, et maintenant on voulait évoquer une œuvre de Roald Dahl, un petit peu moins connue, mais quand même, qui s'appelle James et la Grosse Pêche, James and the Giant Peach.
Un film qui a été traduit beaucoup plus logiquement en fait que le livre par James et la pêche géante. Il s'agit d'abord d'un livre donc publié en 1961. Alors, qu'est-ce que ça raconte, James et la grosse pêche? Eh bien, c'est l'histoire du petit James, comme vous l'aurez deviné, qui mène une existence malheureuse auprès de ses deux horribles tantes, puisque bon, c'est une fois de plus un petit garçon qui a perdu ses parents. Mais un jour, dans le jardin, une pêche se met à grossir jusqu'à devenir énorme. À l'intérieur, il va rencontrer 7 insectes qui deviennent ses amis et avec lesquels il va partir à l'aventure direction New York. Et donc, James et la grosse pêche a été adapté en 96 en film. En 96, d'ailleurs, c'est la même année que l'adaptation de Mathilda. C'était une année faste pour Roald Dahl au cinéma. Et de même que Mathilda, peut-être un peu moins mais quand même, c'est un film que j'ai vu pas mal de fois dans mon enfance et du coup j'étais contente de le revoir pour l'occasion. Eh ben moi, c'est un film que je connaissais pas du tout et que j'ai donc découvert à l'occasion de la préparation de cet épisode et qui m'a plutôt surprise en bien. On va y revenir. Alors, quelques mots sur ce film. C'est donc un film réalisé par Henry Selick et produit par Tim Burton, peu de temps après l'étrange Noël de Monsieur Jack, que vous connaissez sans doute. Alors, Selick, on le rappelle, c'est le réalisateur de l'étrange Noël de Monsieur Jack et aussi le futur réalisateur de Coraline, qui date de 2009. C'est un réalisateur qui, vous l'aurez compris, est spécialisé dans l'animation image par image. Un petit mot du casting, et notamment dans le rôle d'une des deux tantes affreuses, j'ai eu la surprise de reconnaître la truculente Johanna Lumley, qu'on connaît pour son rôle de Patsy dans Absolutely Fabulous. Je ne sais pas si tu avais regardé cette série, Anna. Non, pas du tout. C'est là que notre différence d'âge Je sais à peine ce que c'est. se fait sentir. C'est une série britannique des années 90 de Jennifer Saunders et Dawn French. Moi, c'est une série que j'adorais quand j'étais jeune. Voilà, j'étais absolument fan d'Ab-Fab, qui a connu un remake français, le sais-tu, avec Josiane Balasco. Ça me dit quelque chose, ouais. Voilà. En tout cas, dans le rôle de la tante Johanna Lumley, elle est formidablement horrible, tout comme l'autre tante, qui est jouée par Myriam Margolies, que pour le coup, je ne connaissais pas. Et en termes de voix, donc les voix de ces fameux insectes, on a Richard Dreyfuss qui joue un mille-pattes et Suzanne Sarandon qui joue une araignée à l'accent français et au look gothique. Donc rien que pour ça, on vous propose d'aller découvrir cette curiosité. Alors oui, le film est assez étonnant. Il débute par un gros quart d'heure en prise de vue réelle, donc avec le personnage principal James et ses tantes. Puis ça devient de l'animation en stop motion quand James entre dans la pièce et rencontre les insectes. Puis à la fin, ça revient un petit peu en prise de vue réelle. Je me souvenais assez bien de cette transition-là, du moment d'entrée dans la pêche, où James, en ombre chinoise, rampe dans le tunnel à l'intérieur du fruit, donc, et passe de petit garçon vrai à petit garçon de film d'animation. J'ai lu dans un article dans Ciné Fantastique le journaliste Lawrence French qui compare cette transition à l'arrivée au Pays d'Oz dans Le Magicien d'Oz. Dans Le Magicien d'Oz, on passe du noir et blanc à la couleur, et là on passe des prises de vue réelles à l'animation stop motion, et je trouve que c'est un moment assez réussi du film. En ce qui concerne les chansons, il n'y en a pas beaucoup. Elles ont été écrites par Randy Newman, qui est assez connu aux États-Unis comme chanteur, mais aussi comme compositeur de musique de film. Il a notamment beaucoup travaillé pour Pixar pour 9 films, à partir de Toy Story en 1995, et je trouve qu'on reconnaît bien son style un peu jazzy dans ce film James et la pêche géante. Pour mentionner un petit peu les chansons qu'on va avoir tout au long du film, on a une chanson, une I Want Song de James au début, qui se désespère un peu de sa vie et qui cherche autre chose, une I Want Song absolument classique, un petit peu ennuyeuse. Je trouve que les chansons suivantes sont quand même un peu plus réussies. Toutes les autres chansons en fait sont des ensembles. Notamment le premier quand on découvre les insectes, une chanson très chouette qui s'appelle That's the Life, qui présente chaque personnage et son univers dans une ambiance vraiment très jazz et comédie musicale, on va dire. Oui, c'est une chanson vraiment chouette. On a plusieurs segments avec à chaque fois un style de musique par personnage, donc par insecte. On a des sortes de jazz hands du mille-pattes, une espèce de descente d'escalier à la Folie Bergère du personnage du cafard. C'est assez rigolo. Dans un style assez proche, on a un peu plus tard un numéro de célébration quand c'est rigolo quand les animaux et James ils comprennent qu'ils peuvent manger la pêche parce qu'en fait ils ont très faim et tout d'un coup ils disent mais attends on a de la nourriture autour de nous et donc ils célèbrent ce moment quand ils comprennent qu'ils vont pas mourir de faim. Genre oh wait on est sur un bateau en nourriture en fait. C'est ça. Et un autre numéro un peu plus loin également avec tous les insectes qui chantent où les personnages vont célébrer le fait d'être devenus une famille. C'est très mignon.
À la revoyure, les mélodies ne me rappelaient pas grand-chose. Je me suis dit, tiens, finalement, je l'ai peut-être pas vu tant de fois que ça quand j'étais petite. Mais après, c'est vrai qu'en switchant sur la VF, il y a des choses, évidemment, qui me sont revenues. Le film est vraiment sympa, il est court, ça dure 1h16, c'est vraiment très très ciblé sur les enfants. C'est très chou, avec chaque insecte qui a sa personnalité, notamment l'araignée jouée par Susan Sarandon, qui s'attache beaucoup à James, mais le mille-pattes aussi, il est marrant, celui qui fait de la musique, là. La sauterelle aussi, une sauterelle. Le pauvre, je l'ai appelé cafard. La coccinelle aussi, elle est toute mignonne, là, un petit peu âgée, etc. Enfin voilà, c'est très attendrissant, et voilà, si vous avez des enfants, ça vaut le coup de leur montrer ce film. Et ce James et la grosse pêche a été également adapté en comédie musicale sur scène par rien de moins que Benj Pasek et Justin Paul, qui sont les futurs compositeurs de Dear Evan Hansen et The Greatest Showman. Et donc en fait, cette adaptation de James et la grosse pêche, c'est leur deuxième comédie musicale après Edges en 2005. Alors la première création de cette comédie musicale a eu lieu en 2010, puis ensuite elle a été retravaillée. Elle s'est jamais jouée à Broadway, hein. C'est vraiment très méconnu, mais apparemment c'est assez souvent joué dans les collèges et lycées américains, comme ça arrive souvent. Il existe, c'est trouvable sur YouTube, je vous mettrai le lien sur notre site, un enregistrement de 2015 avec plein de noms connus. Notamment, on a Luca Padovan qui joue James. Luca Padovan, c'est le jeune acteur qui joue le frère de Rebecca dans Crazy Ex-Girlfriend. Et on a également Christian Borle, donc dans le rôle de la sauterelle, ça aussi, ça doit bien lui aller. Ouais. Megan Hilty qui joue la coccinelle, ou encore Brian Darcy James qui joue le mille-pattes. En fait, c'est Smash dans la pédille géante, quoi, c'est ça. Mais oui, c'est vrai. J'avais même pas pensé, c'est que des acteurs de Smash. J'ai écouté donc cette bande-son, c'est sympa, mais pas très marquant. Je trouve que ça annonce un peu le style Dear Evan Hansen, mais presque dans sa version un peu caricaturale, dont se moque, encore une fois, Crazy Ex-Girlfriend dans le chef-d'œuvre The Moment Is Me. Bien que, en fait, le thème n'ait strictement rien à voir avec des comédies musicales un peu intimistes, etc., comme Dear Evan Hansen. Je trouve qu'à l'écoute de cette comédie musicale, on sent vraiment le style Pasek et Paul. Ils ont déjà leur signature musicale, on va dire, mais qui du coup ne se marie pas très bien avec l'atmosphère fantastique, un peu bizarre de l'univers de Roald Dahl, donc c'est un peu dommage, même si les chansons sont assez jolies à écouter. Et en vrac, on voulait vous signaler un certain nombre d'autres adaptations des œuvres de Roald Dahl, notamment Fantastic Mr. Fox, une comédie musicale anglaise qui est donc adaptée du roman du même nom qui est paru en 1970. J'avoue que moi je le connais pas du tout pour le coup ce livre. Fantastic Mr. Fox est joué au Nutfield Theatre de Southampton pour Noël 2016 avant de faire une tournée au Royaume-Uni début 2017. C'était une comédie musicale avec un livret de la dramaturge Sam Holcroft et une musique de Arthur Darvill, dont j'ai découvert qu'il était aussi comédien, et qui jouait notamment le rôle masculin principal dans la version West End du récent revival de Oklahoma. Donc, incroyable rapprochement absurde qui annonce peut-être futurs épisodes de All That Jazz, mais en tout cas, ce Arthur Darvill, tu l'as vu sur scène, Fanny? Oui, il y jouait le rôle de Curly, pour lequel il a remporté un Olivier Award, mais on vous reparlera de tout ça en temps voulu. Rendez-vous est pris. Il y a aussi la comédie musicale Eutro, qui pour le coup est une comédie musicale française, donc Eutro, E-U-T-R-O-T, le titre en fait c'est Tortue à l'envers, en anglais c'est Easy-O-Trot, puisque c'est Tortoise, la tortue en anglais. Roman que je connais pas du tout non plus, un des derniers romans jeunesse de Roald Dahl. Alors, on peut pas vous en dire grand-chose parce que malheureusement, on n'a pas pu le voir à temps. Mais c'est une pièce qui se rejoue régulièrement en région parisienne. Apparemment, elle va se rejouer au Théâtre Essaillon en février-mars 2025. Peut-être qu'on essaiera d'y aller cette fois. Et j'ai vu aussi que ça se jouait à Meaux autour de Noël en fin d'année, là. Donc peut-être tu peux essayer d'y aller. Ah, très bien. J'y serai. Mais grave, en plus. J'ai vu Meaux dans la liste, je me suis dit, tiens, je le dirai à Fanny. Ah, parfait, carrément. En plus, si c'est un truc jeunesse, on peut y aller en famille. Ben voilà, je serai à Meaux, attendez-moi. En plus, c'est vraiment, je crois, adressé aux tout petits. Donc, à mon avis, tu peux y amener Léon sans problème, ouais. Parfait, 19-22 décembre 2024. Incroyable. Bon, je serai là. Mettez-moi une invitation de côté. Et enfin, à mentionner 2 adaptations musicales de livres de Roald Dahl que pour le coup, je connais pas. Et ces 2 adaptations se sont jouées aussi récemment à Londres, Le Doigt Magique et L'énorme crocodile. On peut compter sur les Anglais pour continuer à jouer du Roald Dahl quasiment chaque année sur le West End. Donc si vous voulez voir des comédies musicales adaptées de Roald Dahl, allez à Londres et vous allez trouver votre bonheur.
Donc on voit que Roald Dahl n'a pas fini d'inspirer les créateurs, notamment les créateurs de comédies musicales. Dites-nous si vous en connaissez d'autres, dites-nous si vous aimez Roald Dahl et si vous aimez plus ou moins les différentes adaptations qu'on a mentionnées dans cet épisode. Eh bien, c'est tout pour cet épisode assez fourni. Ouais, ça va être long à monter. Mais bon, c'était un gros sujet, on a bien bossé la question, donc j'espère que ça vous a intéressé. On vous rappelle la date de notre prochain All That Jazz Cinéma Club, le premier de l'année. Il aura lieu le dimanche 6 octobre, toujours à 17h au cinéma L'Archipel à Paris. Et on vous projettera Willy Wonka and the Chocolate Factory de 1971. Et on vous dit, n'hésitez pas donc à réagir à cet épisode. Et on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut tout le monde!